Bonjour ou bonsoir à tous. Je vous ai traduit cet article d'une quinzaine de pages de l'hebdomadaire The Rebel, a news weekly with a cause. C'était le numéro de janvier 1984. Le titre de l'article, c'est La connexion avec l'assassinat de John F. Kennedy, preuve d'un lien entre les nazis encore en activité après la Seconde Guerre mondiale et le meurtre toujours non résolu de John F. Kennedy. Écrit par Mae Brussel, une journaliste d'investigation, comme il en reste peu aujourd'hui. Elle recevait régulièrement des menaces de mort à son époque pour ce qu'elle écrivait, et elle est morte 4 ans et demi après cet article, en 1988, d'un cancer, à 66 ans. Alors, donc, visuellement, l'ambiance qui me vient de cet article, je vous dirais de regarder le film Marathon Man de John Schlesinger et aussi peut-être les 3 jours du Condor qui passent ce soir sur la 8, je crois. Alors aujourd'hui, on est le samedi 4 mai, hein, donc j'espère que je sortirai cette vidéo le jour où je l'ai enregistrée, mais voilà les 2 films que je vous conseillerais. 1940-1945, la connexion nazie à Dallas. Le général Reinhard Gehlen. L'homme au visage étroit, dans l'uniforme de bataille d'un général américain, a descendu les marches de l'avion de transport de l'armée américaine lors de son arrivée à l'aéroport national de Washington. C'était le 24 août 1945, 2 semaines après la reddition du Japon, 3 mois après la capitulation allemande. Le général a été précipité dans une fourgonnette sans fenêtre et conduit à Fort Hunt, à l'extérieur de la capitale. Là, il a été pris en charge par des aides en veste blanche, et le lendemain matin, vêtu d'un costume gris foncé en provenance d'une des boutiques pour hommes les plus chics de Washington. Le général Reinhard Gehlen était prêt à conclure un accord. Reinhard Gehlen avait été, jusqu'à la récente capitulation, le chef du renseignement d'Adolf Hitler contre l'Union soviétique. Ces geôliers américains l'avaient habillé de l'un de leurs uniformes pour tromper les Russes, qui le recherchaient comme criminel de guerre. Maintenant, le renseignement américain allait déployer Gehlen et son réseau d'espions contre les Russes. La guerre froide commençait. C'est l'histoire de comment certaines personnalités nazies clés, alors que la Wehrmacht était encore en offensive, ont anticipé le désastre militaire et ont prévu de transplanter le nazisme, intact mais déguisé, dans des refuges à l'ouest. C'est l'histoire de comment des hommes honorables, et certains moins honorables, ont été tellement aveuglés par la menace rouge qu'ils se sont mis au pas avec les desseins nazis. C'est l'histoire du trio improbable, la mafia, la CIA et des exilés fanatiques, chacun avec sa propre raison de vouloir la peau de Kennedy. C'est une histoire qui culmine à Dallas le 22 novembre 1963, lorsque John Kennedy a été abattu. Et c'est une histoire avec des conséquences, la glissade de l'Amérique vers le bord du fascisme. Comme l'a dit William L. Shirer, l'auteur de La montée et la chute du Troisième Reich, en parlant des excès de l'administration Nixon, je cite, « Nous pourrions devenir le premier pays à devenir fasciste par le biais d'élections libres. » Donc ici, on a une photo du général Reinhard Gehlen au centre, dans une rare photographie prise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Même Robert Ludlum aurait eu du mal à inventer un récit d'espionnage plus improbable. Aux yeux de la CIA, Reinhard Gehlen était un atout au potentiel stupéfiant. Il était un maître espion professionnel, violemment anticommuniste et surtout le contrôleur d'un vaste réseau clandestin toujours en place à l'intérieur des frontières russes. Son passé controversé importait peu. Il est de notre côté, et c'est tout ce qui compte, se moquait Allen Dulles, un officier du renseignement américain pendant la guerre, qui a plus tard dirigé la CIA. D'ailleurs, on n'a pas besoin de demander à un Gehlen de rejoindre son club. Fin de citation. Gehlen a négocié avec ses hôtes américains avec la froideur d'un joueur de Las Vegas. Lorsque l'effondrement allemand était imminent, il avait regardé vers l'avenir. Il a transporté tous ses dossiers dans les Alpes bavaroises et les a cachés à un endroit appelé, à juste titre, Misery Meadows. Puis il a enterré son uniforme de la Wehrmacht avec l'aigle et la svastika brodée, a enfilé un manteau alpin et s'est rendu à la première unité de l'armée américaine la plus proche. Lorsque les Russes en avance ont fouillé son quartier général à Zossen, tout ce qu'ils ont trouvé, c'était des armoires de fichiers vides et des débris. L'accord conclu par Gehlen avec les Américains
n'a pas été, pour des raisons évidentes, divulgué au Washington Post. Comme l'ont formulé Heinz Hohne et Hermann Zolling dans Le général était un espion, le général allemand a pris l'ensemble de son appareil, non purgé et sans interruption, au service de la superpuissance américaine. Fin de citation. Il n'y a aucune preuve qu'il ait jamais renoncé au plan d'après-guerre du Troisième Reich, avancé par la maison d'édition de sa propre famille, de coloniser de vastes régions de l'Est de la Russie, de créer une famine massive pour 40 millions de personnes et de traiter les 50 millions restantes de Slaves de racialement inférieurs, comme des esclaves. Allen Dulles n'a peut-être pas invité un tel homme à son club, mais il a fait la prochaine meilleure chose. Il a dirigé un total de 200 millions de dollars de fonds de la CIA vers l'organisation Gehlen, comme elle est devenue connue par la suite. Dirigeant les opérations depuis un centre de commandement en Bavière, Gehlen a réactivé son réseau à l'intérieur de la Russie. Bientôt, les nouvelles du premier chasseur à réaction russe, le MiG-15, ont été transmises à l'Ouest. En 1949, le général a réalisé un coup d'espionnage lorsqu'il a découvert les plans soviétiques pour la remilitarisation de l'Allemagne de l'Est. Quand Dulles parlait, Gehlen écoutait. Le chef de la CIA était convaincu avec son frère, le secrétaire d'État John Foster Dulles, que les nations captives, entre guillemets, du bloc soviétique se lèveraient si elles étaient suffisamment encouragées. À sa demande, Gehlen a recruté et formé une force mercenaire d'exil prête à intervenir sans impliquer les unités américaines. Aussi sur ordre de Dulles, Gehlen a puisé dans les rangs de ses collaborateurs russes de guerre pour constituer un cadre d'espions à parachuter en Union soviétique. Certains de ces espions ont été formés à la base clandestine de la CIA à Atsugi, au Japon, où en 1957, un jeune marine nommé Lee Harvey Oswald a été affecté à l'opération d'avion espion U-2 là-bas. Atsugi n'était qu'une station sur la route du renseignement en Extrême-Orient d'Oswald. Il était également à la base U-2 à Subic Bay aux Philippines et pendant un court laps de temps à Pingtung à Taïwan. En 1959, il a été transféré à la base marine de Santa Ana, en Californie, pour recevoir des instructions en surveillance radar. Son instructeur de formation était diplômé de l'école des services étrangers de Georgetown, qui avait des liens étroits avec l'agence. En mai 1960, lorsque le président Eisenhower planifiait une réunion au sommet avec le premier ministre soviétique Khrouchtchev, un U-2, ou U-2, a été abattu au-dessus de la Russie et son pilote capturé. Le pilote, Francis Gary Powers, a plus tard blâmé sa chute sur Lee Harvey Oswald. L'affaire U-2, U-2, a effectivement saboté la réunion au sommet de Haïk. En 1955, selon un arrangement préalable, l'organisation Gehlen a été transférée au gouvernement ouest-allemand, devenant ainsi son premier bras de renseignement, le BND. Le BND est devenu un jumeau siamois de la CIA, une opération mondiale. Ils avaient déjà bien travaillé ensemble en Iran en 1953, où le premier gouvernement démocratique du pays était au pouvoir. 2 ans auparavant, le premier ministre Mossadegh avait nationalisé imprudemment l'industrie pétrolière. Dulles, avec l'aide de Gehlen, a orchestré un coup d'État qui a renversé Mossadegh et rétabli le régime de la famille Pahlavi. Le patriarche de la famille, le général Reza Pahlavi, avait été exilé du pays pour ses activités pro-nazis pendant la guerre. Maintenant, son fils Mohamed Reza Pahlavi a pris le trône du Pan. Le Shah d'Iran est devenu l'un des atouts les plus fidèles de la CIA. Gehlen a été un pionnier dans la mise en place de fausses façades et de sociétés écrans pour soutenir ses opérations clandestines étendues. Un projet majeur, c'était de former des groupes d'émigrés d'Europe de l'Est aux États-Unis pouvant être utilisés contre les soviétiques. La fondation Tolstoï et l'Union des évêques de l'Église orthodoxe hors de Russie ont été financés par la CIA. Lorsque Lee et Marina Oswald sont arrivés de l'Union soviétique en juin 1962, ils ont été pris en charge par une trentaine de Russes blancs dans la région de Dallas-Fort Worth. Beaucoup avaient des liens nazis identifiables, d'autres étaient dans les industries pétrolières et de défense. C'était un cercle improbable pour un déserteur de l'URSS et sa femme de Minsk. Au moment où l'organisation Gehlen est devenue partie intégrante de l'État ouest-allemand, Gehlen avait déjà son agent sur place aux États-Unis.
Il s'agissait d'Otto Albrecht von Bolschwing, le supérieur d'Adolf Eichmann en Europe et en Palestine. Von Bolschwing travaillait simultanément pour l'OSS de Dulles. Lorsqu'il est entré aux États-Unis en février 1954, il a habilement dissimulé son passé nazi. Il devait prendre en charge le réseau de Gehlen, non seulement dans ce pays, mais dans de nombreux coins du monde. Il est devenu étroitement associé au défunt Elmer Bobst de Warner Lambert Pharmaceutical, parrain de la carrière politique de Richard Nixon, ce qui l'a amené dans la campagne de Nixon pour la présidence en 1960. En 1969, il est apparu en Californie avec une société de haute technologie appelée TCI, qui détenait des contrats classifiés du département de la Défense. Son traducteur pour les projets allemands était Helene Van Damme, secrétaire aux nominations du gouverneur Ronald Reagan. Van Damme est actuellement ambassadrice des États-Unis en Autriche, voisine de la patrie des nazis. En 1968, Reinhard Gehlen se retire dans son chalet en Bavière. Le chalet avait été un cadeau d'Allen Dulles. Wild Bill Donovan de l'OSS, Allen Dulles et le Vatican. Allen Dulles l'a surnommé Opération Sunrise. Il l'a montée depuis son bureau modeste à Berne, en Suisse, où depuis 1942, il entretenait des contacts avec des nazis, des personnages nazis clés. L'opération Sunrise a été conçue lorsque ces nazis ont décidé, face à la défaite, qu'ils préféraient se rendre aux Américains et aux Britanniques. L'accord, qui a trompé les Russes, a été signé le 29 avril 1945. Le négociateur principal du côté allemand était le commandant SS Karl Wolff, chef de la Gestapo en Italie. Wolff agissait avec pleine autorité, car il était auparavant chef du personnel proche de Heinrich Himmler. La relation de Wolff avec Dulles l'a épargné du banc des accusés à Nuremberg, mais lorsqu'il a été découvert plus tard qu'il avait envoyé au moins 300 000 juifs au camp de la mort de Treblinka, il a été condamné à une peine symbolique. En 1983, Wolff a fait les pages sociales lorsque lui et certains de ses vieux copains SS ont séjourné sur le yacht Karin of Hamburg du défunt Hermann Göring. Le skipper était Gert Heidmann, un nazi avoué de Hambourg. Le yacht appartenait à la veuve, Emmy Göring, dont l'avocat de succession était le célèbre Melvin Belli. Belli a toujours eu une clientèle éclectique. Il a représenté Jack Ruby après avoir abattu Oswald. Vous savez, c'était le patron de discothèque là, de Dallas qui avait abattu Oswald. Pour pas qu'il parle, probablement. Et il a représenté les intérêts familiaux de l'acteur Errol Flynn. Flynn a été identifié comme ayant collaboré avec la Gestapo. Lorsque Wolff a négocié les termes de réédition secrète avec Dulles, il avait à l'esprit une diaspora sûre pour ses compatriotes nazis. C'est là qu'interviennent l'OSS, William Donovan et l'État souverain du Vatican. Wild Bill Donovan était le grand patron de l'OSS. Peu de temps avant que les Allemands ne conquièrent l'Europe, le père Félix Morlion, fonctionnaire du Vatican, avait mis en place une organisation de renseignement du Vatican appelée Prodeo à Lisbonne, Portugal. Lorsque les États-Unis sont entrés en guerre, Donovan a déménagé Morlion avec armes et bagages à New York et lui a ouvert un compte bancaire important sur lequel puiser. Le prêtre a fondé le Conseil américain pour la promotion internationale de la démocratie sous Dieu ou au 60e étage. Dans le même bâtiment se trouve le bureau de William Taube, dont le nom est apparu pendant l'affaire du Watergate. Taube est bien connu en tant qu'intermédiaire de premier plan pour des personnalités aussi puissantes que Nixon, Howard Hughes, etc. Alors là, il y a un petit passage que j'ai oublié de traduire. J'essaye de vous le retrouver. Donc ouais, il y a des personnalités aussi puissantes que donc Nixon, Howard Hughes, Aristote Onassis et Jimmy Hoffa. Et ces manœuvres de l'ombre ont été très précieuses pour Nixon dans sa course en 1960 pour la présidence. Taube était spécialement proche du cardinal Alfredo Ottaviani, of the Holy See, ça doit être un ordre, qui a arrangé la donation de Mussolini de 1929 de 89 millions de dollars au Vatican pour assurer sa neutralité avec Mussolini et Hitler. Aïe, ouais, ok. Donc ça pourrait prouver que, oui, on disait le Vatican n'avait rien à dire spécialement à Hitler, etc. parce que il n'avait pas envie il n'avait pas la force de résister. Mais oui, ce serait différent si effectivement c'était avéré qu'ils ont reçu
$89 millions pour rester neutre. Oui, c'est vrai que c'est un peu problématique. Mais encore une fois, hein, c'est le clergé de l'époque. Rien à voir avec la croyance en Dieu. Fin de la parenthèse. L'argent est allé dans un fonds spécial de la Banque du Vatican. Et après la guerre, une partie a été affectée au banquier de Dieu Michel Sindona pour investissement. Sindona a transféré une bonne partie de ça à la campagne de Richard Nixon. Ok. Quand Rome a été libérée en 1944, Morlion et Prodeo ont été relocalisés ici. En reconnaissance du bon travail de Donovan sur ordre de Prodeo, c'est un ordre, le pape Pie XII l'a décoré de la Grande Croix de l'Ordre de Saint-Sylvestre. Et avant qu'il ne s'envole pour Washington pour négocier avec la CIA, Reinhard Gehlen reçut du pontife la décoration du souverain ordre militaire de Malte. Pareil pour James Jesus Angleton, un officier de Donovan à Rome, qui est devenu plus tard le chef de la contre-intelligence de la CIA. Pour Dulles, l'opération Sunset a été un triomphe personnel. Voilà. En 1963, grâce à cette position, il est devenu le représentant de la CIA à la commission Warren. Ok, donc désolé pour ce passage que je n'avais pas traduit auparavant. On va continuer. John McCloy et la Chase Manhattan Bank. Donc c'est lui, John McCloy. Le président Lyndon Johnson a demandé à John McCloy de siéger à la commission Warren. Pas moins de 9 présidents avaient fait appel à cet avocat de Wall Street pour des missions spéciales, bien qu'il soit peu connu du public. McCloy a déclaré qu'il était entré dans l'enquête en pensant qu'il y avait une conspiration, mais il en est ressorti convaincu qu'Oswald avait agi seul, bien entendu. Je n'ai jamais vu un cas plus sûr, enfin qui était aussi prouvé que celui-ci, a-t-il affirmé. McCloy était depuis longtemps impliqué dans le monde trouble de l'espionnage, de l'intrigue et des nazis. Il a passé la décennie des années 1930 à travailler à Paris. Une grande partie de son temps a été consacrée à un procès en droit découlant du sabotage allemand pendant la Première Guerre mondiale. Son enquête l'a conduit à Berlin, où il a partagé une loge avec Hitler aux Jeux Olympiques de 1936. Il était en contact avec Rudolf Hess avant que le leader nazi ne fasse un vol mystérieux en Angleterre en 1941. Lorsque les nazis ont occupé l'Europe, les échanges bancaires entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d'une part et l'Allemagne d'autre part ont continué comme d'habitude. Dans Trading with the Enemy, Charles Ingham documente le rôle de la Standard Oil du New Jersey, donc vous savez, Standard Oil de Rockefeller, qui ensuite, qui au début du XXe siècle a été divisé en plusieurs sociétés, dont Esso, etc., Chevron, après la loi antitrust. Donc Standard Oil du New Jersey, propriété de la Chase Manhattan Bank et des Sterling Products de I.G. Farben, avec la Banque des règlements internationaux. Donc I.G. Farben, petite parenthèse, une des sociétés pharmaceutiques qui existe toujours et qui a contribué à l'effort de guerre allemand, qui a notamment produit des produits chimiques. Les pétroliers de la Standard Oil ont navigué sur les voies maritimes avec du carburant pour la machine de guerre nazie. Avant la guerre, McCloy était conseiller juridique de Farben, I.G. Farben, le monopole chimique allemand. En tant que secrétaire adjoint au département de la guerre pendant la guerre, McCloy a bloqué les exécutions des criminels de guerre nazis. Il a conclu un pacte avec le régime de Vichy du pro-nazi amiral Darlan. Il a déplacé les Américains d'origine japonaise en Californie dans des camps
d'internement. Il a refusé de recommander le bombardement des camps de concentration nazis pour épargner les détenus au motif que le coût serait hors de proportion avec les avantages possibles. Et il a refusé l'entrée des réfugiés juifs aux États-Unis. Lorsque le rideau est tombé sur la guerre, McCloy a aidé à protéger Klaus Barbie, le boucher de Lyon, des Français. Barbie et d'autres chiens féroces de la meute d'Hitler ont été cachés avec le 970e corps du contre-espionnage à Obergammergau. L'un de leurs gardiens était le soldat Henry Kissinger, bientôt élève à Harvard en tant que protégé de McCloy. Alors, il me semble, petite parenthèse, que Klaus Barbie a été retrouvé, je sais pas, au milieu des années 80 par Serge Klarsfeld, il me semble. Donc là, l'article date de 83, donc je sais pas si c'était avant ou après. Désolé, hein, mais j'étais pas né, donc je me souviens plus exactement des dates. Donc en 1949, McCloy est retourné en Allemagne en tant que haut-commissaire américain. Il a commué les peines de mort de plusieurs criminels de guerre nazis et a libéré prématurément d'autres. L'un d'entre eux était Alfred Krupp, condamné pour avoir utilisé du travail forcé dans ses usines d'armement. Oui, ça existe toujours, hein, Krupp, usine de métallurgie. Un autre était le génie financier d'Hitler, le docteur Hjalmar Schacht, dont je vous ai déjà parlé, qui est ensuite devenu salarié d'Aristote Onassis. Tiens donc. En 1952, McCloy a quitté une Allemagne prête à se réarmer pour retourner à sa pratique juridique. Il est devenu président de la Chase Manhattan Bank, directeur d'une douzaine de grandes entreprises et conseiller juridique des 7 sœurs du pétrole américain. Vous savez, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, les 7 filiales issues de la Standard Oil. Pendant cette période, il a acquis un client, la firme pétrolière Nobel, dont les intérêts en Russie tsariste avaient été gérés par le père de George de Mohrenschildt, le meilleur ami de Lee et Marina Oswald à Dallas. Aussi occupé qu'il était, McCloy a trouvé le temps de superviser la construction du nouveau bâtiment du Pentagone. Le Pentagone était surnommé la folie de McCloy. J. Edgar Hoover et Interpol. Le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, se méfiait et n'aimait pas du tout les 3 frères Kennedy. Le président Johnson et Hoover avaient une peur mutuelle et une haine des Kennedy, écrivait feu William Sullivan, pendant de nombreuses années directeur adjoint du FBI. Hoover détestait Robert Kennedy, qui en tant que procureur général était son supérieur, et il craignait John. À son tour, le président se méfiait de Allen Dulles, l'écartant de son poste de directeur de la CIA, après le fiasco de la baie des Cochons en 1951. Lorsque JFK a cherché à réduire l'abattement pour épuisement du pétrole, il s'est attiré le mécontentement de John McCloy, dont les profits clients auraient été réduits. Hoover, Dulles et McCloy ne faisaient pas partie du fan club de Kennedy. Lorsque le président était abattu, Hoover contrôlait l'enquête sur le terrain, et Dulles et McCloy ont contribué à façonner le verdict final de la commission Warren. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conspiration, c'était un seul homme. Alors que l'Amérique se tenait sur le seuil de la Seconde Guerre mondiale, Hoover entretenait des relations amicales avec les nazis, qui dominaient Interpol, la police secrète internationale basée à Berlin, qui depuis est à Lyon, je crois. Il était obsédé par la menace rouge depuis 1919, lorsqu'il est devenu chef de la division du renseignement général du bureau. Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, Arthur Neb et d'autres nazis fanatiques étaient actifs à Interpol. Même après l'occupation de la Tchécoslovaquie par Hitler, Hoover a ignoré toutes les preuves des escadrons de la mort nazie et des atrocités et a coopéré avec les autorités de Berlin. Alors que la France tombait, Hoover échangeait des listes de criminels recherchés, accompagnés de photographies dédicacées de lui-même. Ce n'est que 3 jours avant Pearl Harbor qu'il a mis un terme à cette collaboration, et ce, uniquement parce qu'il craignait que son image soit ternie. Lorsque la guerre semblait imminente, Roosevelt a chargé Hoover de débusquer les espions nazis dans l'hémisphère occidental. 2 lui ont échappé. Dès 1933, l'agent de la Gestapo, le docteur Hermann Friedrich Herbann, a recruté Errol Flynn comme source de renseignements. Herbann est devenu citoyen américain naturalisé, mais n'a jamais abandonné sa loyauté envers Hitler. Flynn a ensuite joué dans Santa Fe Trail en 1940, aux côtés de Ronald Reagan, et les deux ont collaboré pour Desperate Journey en 1942. Oui, je sais, petite parenthèse, Ronald Reagan, un assez mauvais acteur qui est devenu président de la République. Ouais.
George de Mohrenschildt, l'hôte affable des Oswald à Dallas, a été identifié par le FBI de Hoover comme un espion nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Les agents ont noté que son cousin, le baron Meidel, avait des liens nazis et que son oncle distribuait des films pro-nazis. Leurs soupçons ont été confirmés lorsqu'ils ont suivi de Mohrenschildt de New York à Corpus Christi. Le 8 octobre 1942, un avis de recherche a été placé dans son dossier au cas où il demanderait un autre passeport. Les parties omises de l'enquête de J. Edgar Hoover avant et après l'assassinat de Kennedy étaient les associations nazies de Mohrenschildt alors qu'il travaillait pour les services de renseignement américains. Le cousin de George, le producteur de cinéma baron Constantin Meidel, était un des principaux agents de l'Abwehr allemande en Amérique du Nord. Reinhard von Gehlen a recruté Meidel à l'ère de l'après-guerre pour diriger les programmes d'émigration russe de la CIA. Gehlen a recruté d'anciens membres du groupe Abwehr de Meidel pour travailler avec des organisations d'émigrants d'Europe de l'Est aux États-Unis. Une partie du traitement de faveur de Lee et Marina aux États-Unis a commencé dès leur arrivée de l'URSS. Spas T. Raikin était l'ancien secrétaire général d'un groupe comme celui de Meidel. L'AFABN, les amis américains du bloc antilibéral des nations, avec le financement de la CIA, ont aidé Oswald Lee et Marina à s'installer. J. Edgar Hoover avait été formé uniquement pour détecter s'il y avait des communistes autour de lui, la menace rouge. L'Abwehr, Reinhard Gehlen et Meidel ont été négligés par le FBI. Après la guerre, Interpol a ostensiblement nettoyé son image, s'est installé à Paris et a nommé le prestigieux Hoover vice-président. Pourtant, Interpol a obstinément refusé de chercher les criminels de guerre nazis, affirmant qu'elle était indépendante de la politique. L'excuse semblait un peu faible lorsque, dans les années 70, l'ancien officier SS Paul Dickopf est devenu président. Sir Charles Willoughby, un franco-allemand américain. Il était un homme massif qui parlait avec un accent allemand, portait un uniforme de général sur mesure et arborait un monocle. Un de ses collègues l'avait qualifié de « notre propre général Juncker ». Il s'était engagé dans l'armée américaine sous son vrai nom d'Adolf Charles Weidenbach, né à Heidelberg le 8 mars 1892. Mais au moment où il est devenu chef du renseignement de Douglas MacArthur pour la guerre dans le Pacifique, il était le major général Charles A. Willoughby. Dans son dos, il était sarcastiquement surnommé Sir Charles. Pour un homme aux traits aussi teutoniques, il était étrange que Willoughby préfère son fascisme avec un accent espagnol. Mais cela était dû à un accident de géographie. Alors qu'il servait en tant qu'attaché militaire en Équateur, il avait reçu une décoration du gouvernement de Mussolini, l'ordre des saints Maurizio et Lazzaro. Après avoir prononcé un éloge passionné du dictateur espagnol Francisco Franco lors d'un déjeuner à Madrid, il a été toasté par le secrétaire général du parti phalangiste, je cite, « Je suis heureux de connaître un camarade phalangiste et réactionnaire ». Le quartier général de MacArthur avant la guerre était aux Philippines, dont le commerce était dominé par des Espagnols résidents. Le daddy Warbucks de cette foule était Andrés Soriano, qui possédait un conglomérat comprenant des compagnies aériennes, des mines, des brasseries, bien sûr, et des distributeurs américains. Pendant la guerre civile espagnole, Soriano était un des principaux financiers de Franco. Lorsque le drapeau du soleil levant a été hissé sur les Philippines, Soriano a fui à Washington pour devenir ministre des Finances du gouvernement en exil. Mais il y a eu tellement d'agitation autour de sa réputation fasciste qu'il est parti en Australie pour devenir colonel dans l'état-major de MacArthur. Willoughby a accompagné le commandant suprême à Tokyo pour l'occupation du Japon. Ses préférences sont restées les mêmes. Lorsque la police militaire a fouillé son hôtel à la recherche d'un fugitif, ils ont trouvé Willoughby en train de dîner avec l'ambassadeur fasciste italien au Japon et des membres de son personnel. Il est devenu un censeur maladroit, supprimant les nouvelles défavorables pour les États-Unis. Il se délectait à étiqueter faussement les correspondants qui le défiaient de communistes. Une tactique que le sénateur McCarthy adopterait avec enthousiasme. Vous voyez, une petite parenthèse, que les fake news, ce sont les politiques et les gouvernements qui l'ont pratiqué en premier, pas les gens du peuple, je le rappelle. Mais le projet prioritaire du général était une histoire embellie de la guerre du Pacifique dans laquelle MacArthur serait le héros imposant. Willoughby a fait venir des officiers militaires japonais pour une perspective du côté ennemi, ce qui pouvait avoir un motif caché.
Il était possible que Willoughby minimise les crimes de guerre japonais afin que les coupables puissent être protégés pour être utilisés contre les soviétiques plus tard. Cela se passait en Allemagne, où les hauts dignitaires nazis écrivaient l'histoire de Malmedy. La sécurité stricte dans laquelle Willoughby a enveloppé le projet n'a fait qu'ajouter à cette impression. Une femme avait une passe-partout, l'épouse du docteur Mitsutaro Araki, ancien conférencier d'échange en Allemagne, qui était étroitement lié aux nazis à Tokyo et au clan Tojo. Willoughby entretenait un autre secret qui n'a été révélé que l'année dernière, donc en 82. Pendant la guerre, les Japonais ont mené des expériences de guerre bactériologiques sur des êtres humains, comme cobayes. Au moins 3000 personnes sont mortes, dont un nombre indéterminé de militaires américains capturés. Le Pentagone a décidé que la recherche biologique pourrait s'avérer utile contre les Russes, et les Japonais responsables des expériences on leur a accordé l'immunité judiciaire en échange de leur dossier de laboratoire. Le 12 décembre 1947, le Pentagone a reconnu la coopération enthousiaste de Willoughby dans l'organisation de l'examen du matériel pathologique humain qui avait été transféré au Japon depuis les installations de guerre biologique. Comme dernier geste public envers Franco, Willoughby a fait pression sur le Congrès américain en août 1952 pour autoriser 100 millions de dollars pour les besoins du dictateur anticommuniste. Ensuite, il s'est installé aux États-Unis pour lutter contre l'ennemi intérieur. Selon Sir Charles et ses alliés de droite, le marxisme n'était pas le véritable ennemi. Les libéraux étaient le véritable ennemi. Intéressant. 1952, les voyages de Klaus Barbie, Evita Peron, Otto Skorzeny et Nicolas Malaxa. En 1952, Klaus Barbie était arrivé en Bolivie après un arrêt en Argentine. Il avait été exfiltré d'Allemagne par la CIA avec l'aide du Vatican. Bientôt, il s'associa avec le major de l'ASS Otto Skorzeny, qui était désormais affilié à la CIA. Le docteur Fritz Thyssen et le docteur Gustav Krupp, vous savez, ça existe toujours, hein, c'est ThyssenKrupp, l'entreprise. Tous deux bénéficiaires de l'amnistie de McCloy ont financé Skorzeny pour commencer. Barbie et Skorzeny ont rapidement formé des escadrons de la mort, tels que les Anges de la Mort en Bolivie, l'Alliance anticommuniste en Argentine et en Espagne avec Stefan Della Chiayi, les guérilleros du Christ roi. Ouais, ça c'est marqué ici. En 1952, le nazi Martin Bormann était libéré. Non, pardon. L'argent nazi de Martin Bormann a été libéré. En Argentine, Evita Peron est décédée d'un cancer à l'âge de 33 ans. En son nom, 40 banques suisses ont reçu de l'argent nazi, soit 100 millions de dollars en espèces et 40 millions de dollars en diamants. Donc là, petite parenthèse, on est exactement dans le thème du film Marathon Man de John Schlesinger. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir. 40 millions de dollars en diamants. Plusieurs centaines de millions de dollars supplémentaires ont été confiés au frère d'Evita, Juan Duarte, en tant que coursier. Cela a conduit à 3 meurtres l'année suivante. Juan Duarte a été abattu, Heinrich Dorge, un aide de Jalmar Schacht, a été tué, et Rudolf Freud, banquier nazi qui connaissait l'emplacement de l'argent, a été empoisonné. En 1952, Otto Skorzeny, libéré de la garde américaine en 1947, déménage à Madrid. Il crée ce qui est connu sous le nom de fascisme international. La CIA et le BND de Gehlen l'envoient dans des points chauds. Il employait d'anciens agents SS, des terroristes de l'OAS français et des policiers secrets de la PDID portugaise. PDID sont les mêmes initiales que l'unité de renseignement de la police de Los Angeles, Public Disorder Intelligence Division. Le PDID de Californie a été exposé le 24 mai 1983 pour avoir espionné des citoyens respectueux de la loi à hauteur de 100 000 dollars. Non, ils ont été condamnés à payer 100 000 dollars, pas exposés. Il utilisait un système de dossier informatisé acheté par Western Goals du défunt représentant Larry McDonald. McDonald était un leader national de la John Birch Society, très active à Dallas avant l'assassinat de Kennedy. Western Goals a des bureaux en Allemagne dirigés par Eugen Wigner, qui fournissent des données au BND de Gehlen. Edward Beller, l'amiral Thomas Maurer et le docteur Hans Sennholz, ancien pilote de la Luftwaffe, siègent au conseil d'administration de Western Goals. Les agents de la CIA du colonel SS Skorzeny
ont participé à des campagnes de terreur menées par l'opération 40 au Guatemala, au Brésil et en Argentine. Scorzeni était également responsable des mercenaires du Paladin, dont la couverture MC Incorporate était une société d'import-export de Madrid. Le docteur Gerhard Hartmut von Schubert, ancien membre du ministère de la propagande de Joseph Goebbels, était le directeur opérationnel de MC Inc. Le centre névralgique des opérations de Scorzeni se trouvait à Albufera, en Espagne. Il était situé dans le même bâtiment que l'agence de renseignement espagnole SCOE, sous le commandement du colonel Eduardo Blanco, et était également un bureau de la Central Intelligence Agency des États-Unis. Tu m'étonnes qu'elle ait reçu des menaces de mort, la journaliste. Putain, la pauvre. Le bâtiment d'Albufera était le genre de nid d'espionnage qui a été dupliqué à la Nouvelle-Orléans en 1963. Cet été-là, Lee Harvey Oswald distribuait de la littérature pro-castriste estampillée avec l'adresse 544 Kemp Street, un immeuble commercial. C'était une erreur, car Oswald était en réalité sous le contrôle d'une opération anticastriste basée là-bas. Son contrôleur, W. Guy Bannister, était lié au renseignement militaire, à la CIA et à une section de la Ligue mondiale anticommuniste, mise en place par Willoughby et son unité de renseignement du Pacifique lointain à Taïwan. Dans le grand coup de l'héroïne, Henrik Kruger a révélé que le fascisme international était non seulement le premier pas vers la réalisation du rêve de Scorzeni, mais aussi de ses proches amis à Madrid, l'exilé José López Rega, l'éminence grise de Juan Perón, et le prince Justo Valerio Borghese, l'homme d'argent fasciste italien qui avait été sauvé de l'exécution par la résistance italienne de la Seconde Guerre mondiale par le futur génie du contre-espionnage de la CIA, James G. Angleton. Un sous-comité des opérations internationales du Comité des relations étrangères du Sénat a préparé un rapport intitulé « Amérique latine, Murder Incorporation », qui est toujours classifié. Le titre reprend la remarque de Lyndon Johnson 3 mois avant sa mort, je cite « Nous dirigions une Murder Inc. dans les Caraïbes. » Le rapport concluait « Les États-Unis menaient des opérations conjointes entre l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay. » Alors, parenthèse, je recommande un film, Les Dominos, La théorie des dominos, dans lequel on fait sortir 2 prisonniers, dont l'excellent acteur, j'ai oublié le nom, et pour lui faire abattre un dirigeant ou un militaire uruguayen ou bolivien, je sais plus. Donc ça aussi, il doit y avoir un peu de vrai dans ce film. Les opérations conjointes étaient connues sous le nom d'opération Condor. Il s'agissait d'équipes spéciales chargées de mettre en œuvre des sanctions, c'est-à-dire l'assassinat d'ennemis. Jack Anderson a donné quelques détails dans sa chronique Opération Condor, une alliance impie, le 3 août 1979. Les équipes d'assassinat sont basées au Chili. Ce consortium international est situé à Colonia Dignidad, au Chili. Fondé par des nazis de la SS d'Hitler, dirigé par Franz Pfeiffer Richter, le Reich millénaire d'Adolf Hitler n'a peut-être pas péri. Les enfants sont découpés devant leurs parents, les suspects sont asphyxiés dans des tas d'excréments ou tournés à mort sur des barbecues. Otto Skorzeny a donné à son assaut contre les soldats américains lors de la bataille des Ardennes le nom d'opération Greif, le Condor. Il a poursuivi Condor avec ses équipes spéciales d'après-guerre qui imposaient des sanctions, c'est-à-dire l'assassinat d'ennemis. Le beau-père de Skorzeny était Hjalmar Schacht, président de la Reichsbank d'Hitler. Schacht a guidé les chantiers navals de Onassis dans la reconstruction des flottes de guerre allemandes et japonaises. En 1950, Onassis a engagé Lars Anderson pour ses baleiniers à la chasse au large de l'Antarctique et de l'Argentine. Anderson avait appartenu au groupe de collaboration nazi de Vidkun Quisling en Norvège pendant la guerre. Clay Shaw, accusé par le DA de la Nouvelle-Orléans Jim Garrison de complicité dans l'assassinat de JFK, était un proche ami de Hjalmar Schacht. En 1952, Nicolas Malaxa a déménagé de Whittier en Californie vers l'Argentine. Malaxa avait appartenu au réseau de la Gestapo de Otto von Bolschwing, tout comme son associé,
Viorel, Trifia, qui vivait à Détroit. Ils étaient membres de la garde de fer nazie en Roumanie et avaient fui la persécution. Ils avaient une autre chose en commun, ils étaient amis de Richard Nixon. Trifia avait été amené aux États-Unis par von Bolschwing. Malaxa s'était échappé d'Europe avec plus de 200 millions de dollars américains. À son arrivée à New York, il a récupéré 200 millions de dollars supplémentaires auprès de la Chase Manhattan Bank. Le chemin légal pour son entrée a été facilité par les bureaux d'avocats Sullivan & Cromwell, le cabinet des frères Dulles. Le sous-secrétaire d'État Adolph Berle, qui avait aidé Nixon et le témoin vedette Whittaker Chambers à condamner Alger Hiss, a personnellement témoigné en faveur de Malaxa devant un sous-comité du Congrès sur l'immigration. En 1951, le sénateur Nixon a présenté un projet de loi privé pour permettre à Malaxa d'obtenir une résidence permanente. Les arrangements pour son déménagement à Whittier ont été pris par le cabinet d'avocats de Nixon. La couverture factice pour Malaxa à Whittier était western. En 1946, Nixon avait reçu un appel de Herman L. Perry, lui demandant s'il voulait se présenter au Congrès contre le représentant Jerry Voorhis. Perry est devenu plus tard président de Western Tube. Lorsque Malaxa est allé en Argentine en 1952, il s'est lié avec Juan Perón et Otto Skorzeny. Des questions ont été soulevées à l'époque concernant J. Edgar Hoover, la garde de fer, Malaxa et le vice-président Nixon. Élection de 1960, Richard Nixon contre John F. Kennedy. Avant l'élection de 1960, un groupe au sein de la droite chrétienne a comploté pour tuer John Kennedy à Van Nuys, en Californie, alors qu'il était encore candidat. Le groupe, c'était un mélange de cubains anticastristes, de miliciens et de nazis locaux. Certains ont été recherchés par Jim Garrison après son arrestation de Clay Shaw pour témoigner devant le grand jury de la Nouvelle-Orléans. Lorsque Garrison a transmis des mandats d'extradition pour Edgar Eugene Bradley, un membre du groupe, le gouverneur Ronald Reagan a refusé de les signer. Le chef d'un de ces groupes, la Ligue de défense chrétienne, était le révérend William P. Gale. Pendant la guerre, Gale avait été colonel dans l'armée aux Philippines, formant des groupes de guérilla. Son officier supérieur était Will Huckabee. À la fin des années 1950, Gale recrutait des vétérans pour son groupe Identity, financé par un homme riche de Los Angeles. Un des contacts de la CDL était le capitaine Robert K. Brown, un professionnel des forces spéciales de Fort Benning en Géorgie. Brown travaillait avec des Cubains anticastristes, des mercenaires similaires aux équipes de Skorzeny. Brown est maintenant éditeur du magazine Soldier of Fortune et d'ouvrages paramilitaires tels que Silencieux, Tireur d'élite et Assassin. Le livre explique comment Mitchell Verbel fabriquait des armes spéciales pour la CIA, les commandos du débarquement de la baie des Cochons et d'autres clients. Verbel, fils d'un riche officier de cavalerie du tsar, a perfectionné un silencieux si efficace qu'un coup de feu peut être tiré dans une pièce et ne pas être entendu dans la pièce d'à côté. Il est idéal pour les assassinats. Il y a eu une controverse prolongée sur le nombre de coups de feu tirés le jour de l'assassinat de Kennedy. Les blessures du président, les marques sur la limousine et le trottoir et d'autres preuves balistiques indiquaient plusieurs coups de feu. Mais la commission Warren a conclu qu'il n'y en avait que 3. Elle s'est basée sur les témoignages de spectateurs à Dealey Plaza qui ont dit n'avoir entendu que 3 coups de feu. Elle n'a jamais envisagé la possibilité que des armes équipées de silencieux aient été utilisées. Lorsque Clay Shaw a été arrêté par Jim Garrison, la nouvelle a suscité un intérêt particulier pour le journal italien Paesa Sera. Il a suivi avec un article affirmant que Shaw appartenait à une organisation de couverture à Rome appelée Centro Mondiale Commerciale. Son emplacement était fréquemment déplacé, ses présidents étaient alternés et son modus operandi régulièrement modifié. Le CMC comprenait des fascistes italiens, des éléments de l'extrême droite paramilitaire européenne, la CIA et le département de la défense des États-Unis. Tiens, tout ça, ça rappelle un petit peu la loge Propaganda Douai. Il y avait des actionnaires importants avec des banques situées en Suisse, à Miami, à Bâle et dans d'autres grandes villes. Le CMC avait été formé en 1961, un an après l'élection de Kennedy. Ses principaux acteurs avaient travaillé avec des réseaux fascistes établis après la Seconde Guerre mondiale. Le conseil d'administration comptait Ferenc Nagy, un ancien premier ministre hongrois qui dirigeait le parti des compatriotes anticommunistes de son pays en exil. J. Edgar Hoover avait emmené Nagy aux États-Unis, où il existait de nombreuses organisations d'émigrés soutenues par Gehlen.
Le 18 août 1951, le Saturday Evening Post avait représenté Nagui avec des exilés tchèques, polonais, hongrois et russes sous le titre « Ils veulent que nous allions à la guerre tout de suite ». Le 22 novembre 1963, Nagui vivait à Dallas. Le CMC était en réalité une filiale de Permindex, basée en Suisse, dont le président était le prince Gutiérrez di Spadafora, industriel italien et grand propriétaire foncier. La belle-fille de Spadafora était apparentée à Hjalmar Schacht. Clay Shaw, qui gérait le New Orleans International Trade Mart, en était directeur. Un autre était Giorgio Mantello, alias Georges Mandel, qui déménagerait plus tard à New Orleans. Une fois condamné pour activité criminelle en Suisse, Mantello travaillait étroitement avec son compatriote hongrois Nagui. L'un des objectifs du CMC était que Rome retrouve une fois de plus sa position de centre du monde civilisé. Le major L.M. Bloomfield, un vétéran de l'OSS résidant à Montréal, était un suspect que Garrison voulait interroger. Au Canada, il contrôlait apparemment le Crédit Suisse, les brasseries Heineken, la Israel Continental Company, les lignes Grimaldo-Ciosa et d'autres sociétés internationales. Le nom de Shaw figurait parmi les 11 administrateurs d'une entreprise à Montréal qui était en fait basée à Rome. Qui fournissait les fonds pratiquement illimités au CMC et qui les recevait? La réponse aurait pu être trouvée dans les sommes énormes qui sortaient des comptes de Evita Peron. Le 4 mars 1967, le journal Farm Serra a rapporté que le CMC était une créature de la CIA servant de conduite de fonds et que Shaw et Bloomfield menaient un espionnage politique illégal sous sa couverture. À New Orleans, Shaw était le citoyen respecté qui avait contribué à restaurer le French Quarter. À Rome, il était un membre vital des conseils d'administration de deux entreprises travaillant avec des fascistes accusés d'assassinat européen. Le carnet d'adresses de Shaw contenait le numéro privé de la Principessa Marcelle Borghese, maintenant duchessa de Beaumartao, qui est parentée avec le prince Valerio Borghese. Surnommé le prince noir et le nouveau duce, Borghese était le chef du Movimento Sociale Italiano, un syndicat néofasciste. Le prince noir, qui était un capitaine de sous-marin décoré lors de la Première Guerre mondiale, a été condamné pour avoir coopéré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et condamné à 12 ans de prison. Alors, est-ce que, petite parenthèse, il était de la famille Borghese de la Renaissance? Ça serait intéressant. Le prince noir est le même Borghese que la CIA a secouru via James G. Angleton. Pas étonnant qu'Angleton ait été décoré de l'ordre souverain militaire de Malte par le pape après la guerre. Cela pourrait expliquer ce que Angleton sous-entendait lorsqu'il était interrogé sur le meurtre de JFK. Une demeure a de nombreuses pièces. Il y avait beaucoup de choses à l'époque. Je ne sais pas qui a frappé John. L'affiliation de Clay Shaw, à Permindex serait liée plus tard à l'Argentine, à l'Espagne, à Rome. Oui ? La portée internationale des équipes de tueurs, utilisant l'argent de la CIA détourné à l'étranger pour couvrir des sociétés mises en place par l'organisation Galen, a commencé à se réunir après l'arrestation de Shaw. En novembre 1960, ce serait Nixon contre Kennedy. Frank Sinatra a présenté Judith Exner à John Kennedy à la veille de la primaire du New Hampshire. Quelques semaines plus tard, Sinatra a présenté Judith Exner au chef de la mafia de Chicago, Sam Giancana. Ouais, j'imagine c'est pour ça que on a toujours dit que Sinatra avait des liens avec la mafia. Ainsi, Exner est devenu, comme l'a dit William Safire, impliqué dans une double affaire avec le parrain le plus puissant de la nation et le leader politique le plus puissant. Giancana a mis son lieutenant de Los Angeles, Johnny Roselli, à la tête des escadrons d'exécution. Giancana était occupé avec davantage que sa vie amoureuse. Il avait été engagé pour former des équipes d'assassins pour s'attaquer à Fidel Castro. L'homme qui l'a engagé était Robert Maheu, un ancien agent du FBI et de la CIA. C'était un stratagème classique. Maheu n'a jamais mentionné que la CIA était derrière cela. Il a laissé entendre à Giancana que de riches exilés cubains finançaient l'opération. Cela semblait plausible, puisque Maheu était l'homme de confiance de Howard Hughes. Giancana a mis son lieutenant de Los Angeles, Johnny Roselli, à la tête des escadrons d'exécution. En 1978, lorsque la
House Select Committee l'a interrogé, Roselli a laissé entendre que sa mission visait également Kennedy ainsi que Castro. Peu de temps après, son corps a été retrouvé flottant dans un tambour d'huile au large de la côte de Floride. Giancana n'a jamais eu la chance de témoigner. Il a été abattu chez lui à Chicago. L'organisation de Howard Hughes, utilisée comme couverture pour le complot visant à tuer Castro, Hughes pensait que c'était une idée patriotique, a depuis longtemps retenu les services de Carl Bayor Associates comme bras de relations publiques. Alors, petite parenthèse, donc ces faits-là tendent à prouver aussi que Howard Hughes était... on a souvent dit qu'il était probablement en lien avec les CIA. Il y a eu un film sur lui qui s'appelle Aviator, et bon, c'était une sorte de génie un peu cinglé, mais peut-être qu'il travaillait sûrement donc avec la CIA. Pendant la guerre, Bayor représentait des banquiers et des industriels nazis ainsi que les intérêts de IG Farben. Un de ses clients était Ernest Schmitz, président du conseil d'administration de l'IG Farben et de la chambre de commerce germano-américaine. Son service d'information était subventionné par le gouvernement nazi. George Sylvester Virek, éditeur de la bibliothèque allemande d'information, était également associé à Bayor. Un client lucratif de Bayor était le groupe Frédéric Flick. Flick, un accusé de Nuremberg, libéré par McCloy, était le plus grand pouvoir derrière la force militaire nazie. Le fils de Frédéric Flick était proche de la société W.R. Grace Company et a investi plus de 400 000 $ en partenariat avec J. Peter Grace aux États-Unis. Pendant la guerre, W.R. Grace a été accusé dans un rapport militaire de protéger un certain colonel Bright en Bolivie. En 1951, lorsque la CIA a fait sortir Klaus Barbie d'Allemagne, il a été envoyé rejoindre le même colonel Bright. George de Mohrenschildt était un proche associé du fondateur de la société, William Grace. De Mohrenschildt était un homme aux multiples facettes. Il s'est lié d'amitié avec Lee et Marina Oswald et les présentant à la communauté des Russes blancs. Il passait des coups de fil pour obtenir des emplois et un logement à Lee. Comme il l'a expliqué à la commission Warren, il était fasciné par ce couple étrange fraîchement arrivé de Russie. Mais au Petroleum Club de Dallas, de Mohrenschmidt chantait les louanges de Heinrich Himmler. Ses voyages l'ont emmené partout dans le monde pour des missions associées au renseignement. En 1956, il était employé par la Pathetic Oil Company, propriété de la famille de William Buckley. De Mohrenschildt discutait souvent d'Oswald avec J. Walton Moore, le résident de la division des contacts domestiques de la CIA à Dallas. Au printemps 1963, juste après avoir rendu visite au Oswald, il se rendit à Washington. Il existe une trace d'un appel téléphonique que de Mohrenschildt a passé le 7 mai 1963 au chef d'état-major de l'armée pour le renseignement. Le même mois, il a eu une réunion en personne avec un membre de cet état-major. Ses liens militaires semblent avoir été étendus. L'une des premières personnes que de Mohrenschildt a emmené voir les Oswald à Dallas était l'amiral à la retraite Chester Burton. Bien que de Mohrenschildt et sa femme Jeanne aient témoigné longuement devant la commission Warren, seul l'avocat Albert Jenner et l'historien du Pentagone Alfred Goldberg étaient présents. Un des clients de Jenner était General Dynamics, fabricant du chasseur de l'avion donc F-111 qui allait devenir célèbre au Vietnam. Le chef de la sécurité de General Dynamics à Dallas, Max Clark, était un autre associé de Mohrenschildt qui faisait des dons pour aider Marina pendant que George obtenait à Lee son prochain emploi à Dallas, Oswaldi. Il en a trouvé un à la maison de graphisme de Jaeger Schills Stovall qui détenait des contrats militaires classifiés. Jeanne de Mohrenschildt a été amenée aux États-Unis par un membre de la famille employé par l'organisation de Howard Hughes. En 1977, George a été retrouvé mortellement blessé, prétendument un suicide, le jour où un enquêteur du House Select Committee est venu le chercher. Jeanne a accepté une interview avec la presse. Elle a déclaré que George avait été un espion nazi. Le placement que de Mohrenschildt a obtenu pour Oswald lui a permis de visiter l'agence Solblum au moins 40 fois. C'est cette agence qui a ensuite décidé de l'itinéraire du cortège pour la visite fatale de Kennedy. Ruth Payne, que Oswald a rencontré via George, avait appelé Roy Truly et avait trouvé du travail pour Oswald au Texas School Book Depository. Le bâtiment, vous savez,
qui était juste en face de là où est passée la voiture de Kennedy. Si Meidel et les agents de Gehlen étaient actifs aux États-Unis, ils connaissaient toutes les bonnes manœuvres pour sécuriser leur bouc émissaire. 1960, Young Americans for Freedom. Ici. Des jeunes Américains pour la liberté. Le président Harry Truman a mis en garde contre la Gestapo de la CIA qu'il avait créée. Le président Eisenhower a quitté la Maison-Blanche craignant le nouveau complexe militaro-industriel qu'il nous avait légué. Donc tout ça, c'est pas du complotisme récent, comme voudraient nous faire croire certaines personnes. Vous savez, les vidéos sur YouTube, il y a 5-10 ans, qui nous montraient Eisenhower dénonçant le complexe militaro-industriel. Non seulement ça n'est pas un faux montage, comme ça a déjà été dit, ce n'est pas un deepfake non plus, et c'était déjà cité comme source en 1983 dans cet article. Hein? Donc, non, ce n'est pas un délire complotiste récent, tout ça. C'est ancien. C'est des sources anciennes qu'on a tendance à vouloir nous faire prendre aujourd'hui pour du fake, bien évidemment. Fin de la parenthèse. En 1960, le candidat Richard Nixon était qualifié pour le poste de président. Beaucoup de personnes influentes étaient convaincues qu'il était le seul choix possible. He was the only choice. Nixon était familier avec toutes les tactiques de la peur rouge communiste. Depuis sa première campagne contre Jerry Forrest en 1946 pour le siège à la Chambre, ou contre Helen Douglas au Sénat, et en travaillant avec le sénateur Joe McCarthy, il le connaissait bien. La poursuite d'Alger Hiss, avec des preuves aussi fragiles, prouvait seule sa valeur. Mais Nixon avait également accumulé de solides relations avec des membres du crime organisé, de la hiérarchie du Vatican, des industries de la défense et des nazis connus. Il les connaissait tous. Et s'il perdait après ces 17 années de préparation, y aurait-il une équipe de secours pour l'avenir? Le Pentagone ou Reinhard Gehlen pouvait-il envisager de laisser la présidence des États-Unis entièrement entre les mains des élections, au hasard? Rappelez-vous ce qui est arrivé au sénateur Robert Kennedy à la veille de sa victoire aux primaires de juin 1968. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre à nouveau, vous savez. Avec les deux Kennedy disparus, Nixon a enfin réussi. En septembre 1960, 2 mois avant les élections, William F. Buckley Jr. a lancé son YAF, Young Americans for Freedom, depuis le terrain de son domaine du Connecticut. Avant cette date, la carrière de Buckley était l'une des plus conservatrices aux États-Unis. Après son diplôme à Yale, là où je le rappelle, il y a les Skull and Bones, son mentor Frank Chodorov l'a pris à des fins liées à son travail au Chicago Tribune de McCormick. Buckley a servi la CIA au Japon de 1950 à 1954. Il a également travaillé pour la CIA au Mexique avec E. Howard Hunt. Le cofondateur de YAF était Douglas Cady, dont les bureaux étaient utilisés par la CIA, l'organisation de Howard Hughes, au moment des intrusions illégales du Watergate et d'autres sales coups. Après la CIA au Japon, Buckley était prêt à publier son propre magazine, The National Review. Il s'agissait d'une opportunité inhabituelle de réunir les écrivains les plus conservateurs du monde pour la publication et beaucoup de propagande accompagnée des insinuations habiles de Buckley. Une fois la publication en cours, Buckley a décidé d'amener Young Americans for Freedom sur le campus, de vieilles idées, de l'argent ancien et des esprits jeunes à façonner. Derrière le projet se trouvaient toujours les maîtres militaires bien financés comme Tom Charles Houston du YAF et le COINTEL programme de Nixon. COINTEL. Le conseil consultatif sélectionné pour le YAF était un who's who des anciens même à l'époque, le sénateur Strom Thurmond, le sénateur John Tower, M. Ronald Reagan, le professeur Lev Dobriansky, le général Charles Willoughby et M. Robert Morris en sont un échantillon. Robert Morris n'est peut-être pas un nom familier. Mais William Buckley le connaissait bien, et Morris, Nixon et le sénateur Joe McCarthy étaient des coéquipiers. Les deux plus forts partisans du sénateur McCarthy pour le représenter au Wisconsin étaient Frank Seusenbrenner et Walter Harnischfeger.
Tous deux admiraient Adolf Hitler et faisaient des voyages continus en Allemagne. Le sénateur McCarthy s'est empressé d'obtempérer. Avant de s'attaquer aux communistes au département d'État, il devait libérer quelques-uns des nazis d'élite de Hitler qui traînaient dans le camp de prisonniers de Dachau. McCarthy a battu John McCloy d'environ 3 ans. En 1949, lors des audiences du Congrès sur le massacre de Malmedy, la sanglante bataille des Ardennes, McCarthy s'est invité à prendre en charge l'ensemble des témoignages. Il n'était pas satisfait tant que les portes de la prison ne s'ouvraient pas. La bataille la plus détestable et la plus laide de la Seconde Guerre mondiale, une attaque contre les Américains et les civils en Belgique, a été ignorée. Les précieux généraux d'Hitler, Fritz Kramer et Sepp Dietrich, ainsi que Hermann Price et bien d'autres, étaient libres. Une fois cette affaire réglée, McCarthy a pris Robert Morris comme conseiller en chef du sous-comité sénatorial de sécurité intérieure. La formation antérieure de Morris au renseignement naval, chargé du contre-renseignement et de la guerre psychologique de l'URSS, pouvait être bien utilisée par le sénateur Joe, en particulier la partie guerre psychologique. Après la mort de McCarthy, Morris a déménagé à Dallas, Texas. Il était juge et est devenu président de l'université de Dallas. En 1961, un an après la fondation de la YAF par Buckley, une autre organisation conservatrice a été formée à Munich, en Allemagne, se faisant appeler CIJSA, Conservatism USA. Il ne s'agissait pas d'étudiants, mais de membres de l'armée américaine, bientôt démobilisés, puis apparus à Dallas, Texas, en novembre 1963. L'hôte était Robert Morris. Avant de quitter cette page, je vous lis ici la légende de la photo, donc c'est J. Edgar Hoover. Le commentaire dit il a contribué à garder vivant l'espionnage nazi, le réseau d'espionnage nazi Interpol. La correspondance entre Larry Schmidt à Dallas et Bernie Weissman à Munich, en Allemagne, en préparation de leur arrivée, a été publiée dans les audiences de la commission Warren, volume 17. Voici des extraits des lettres. 2 novembre 1962. Dallas à Munich, Larry Schmidt. Mesdames et messieurs, nous avons obtenu tout ce que nous voulions. Cela a évité le problème de l'infiltration. J'ai rencontré Frank Maggi, président du Conseil des Affaires mondiales de Dallas. Je suggère à Bernie de se convertir au christianisme et je le pense vraiment. Bernard Weissman, le seul juif, a été amené jusqu'à Dallas le 22 novembre 1963 pour prêter son nom au tract recherché pour trahison, distribué pour accueillir JFK. Il a témoigné que la John Birch Society avait payé pour les annonces et voulait un nom juif en bas. Nous devons tous retourner à l'église. Ces gens sont des fanatiques religieux. Je pense en termes de 300 000 membres, 3 millions de dollars. La John Birch Society compte 1 million de membres. Attendez-vous à ce que nous fusionnions avec eux en 1964. Des arrangements sont en cours pour que je rencontre les dirigeants de la John Birch de Dallas, du général Walker et de H.L. Hunt, milliardaire pétrolier du Texas. Le général Walker avait été mis à la retraite par John Kennedy pour son endoctrinement obligatoire pro-Blood. J'ai déjà rencontré les principaux rédacteurs en chef du Dallas Morning News, le journal le plus conservateur du pays. Ces gens sont des radicaux, mais il y a une méthode dans leur folie. Vous voyez, ils veulent tous exactement ce que nous voulons. Aucune discussion libérale. Aucune. Ici, un noir, c'est un nègre. Je veux dire, personne ne doit jamais dire un mot gentil sur les nègres. Les libéraux sont nos ennemis. Le conservateur n'est pas contre les nègres, il veut juste les maintenir à leur place pour leur propre bien. Le président John Kennedy et le procureur général Robert Kennedy avaient mené une bataille amère du 30 septembre au 3 octobre 1962 à l'université du Mississippi. L'intégration d'un étudiant noir avait entraîné l'intervention de l'armée américaine et avait conduit le général Edwin Walker à être interné. Ok. Et c'était tendu à l'époque. Et janvier 4 1963, Larry Schmidt à B. Weissman, Munich. Je veux des hommes importants. Croyez-moi, si j'ai une douzaine de ces hommes, je peux conquérir le monde. Je passerai à l'histoire comme un grand et noble homme, ou comme un tyran. Je m'attends à vous voir ici à Dallas, surtout Norman et Larry. Si Jim Mosley n'est pas ici d'ici le 15 février, c'est fini pour lui. Il faut bien comprendre une chose, je ne joue pas ici à Dallas et je m'attends à ce que vous ne jouiez pas à Munich.
Je ne suis pas ici à Dallas pour ma santé ou parce que je pense que Dallas est un endroit merveilleux. Continuez à avoir des réunions régulières et essayez de remettre les choses en ordre en prévision des grandes réunions. Alors, petite parenthèse, je crois que c'est le film Complot à Dallas, dont le titre américain, je ne me souviens plus, il est légèrement différent. Vous savez, c'est ce film dont j'avais pris des extraits où à un moment même, donc la clique là la petite clique de conservateurs qui serait derrière tout ça, dit ça serait bien que l'humanité soit limitée à 500 millions d'habitants. Pour ça, il faudrait éliminer des noirs, des latinos, Vous vous souvenez de cette séquence que je vous avais mise? Bah, c'est dans ce film, Complot à Dallas, et qui soutient cette thèse donc d'une petite clique de conservateurs très puissants qui fomentent en fait le complot de Dallas. Donc vendredi soir, j'ai assisté à une réunion des conservateurs les plus importants de Dallas. Donc ça c'est Larry Schmidt, 2 février 1963. Nous avons réussi, la mission qui m'était confiée à Dallas a été accomplie. La réunion s'est tenue chez le Dr Robert Morris, président des Défenseurs des libertés américaines. Étaient présents M. George Ward, détective de la police municipale de Dallas, M. Ken Thompson, éditorialiste pour le Dallas Morning News, M. Clyde Moore, ancien responsable des relations publiques de H.L. Hunt, ancien rédacteur de l'UPI, 8 autres. Je leur ai dit exactement ce que je voulais. D'autres ont suggéré d'utiliser un mouvement déjà existant nommé les Jeunes Américains pour la Liberté, qui compte déjà 50 000 membres. Le CUSA, CUSA, tel qu'il est établi à Munich, est maintenant un fait établi à Dallas, seulement nous l'appelons YAF. Je pense que vous comprenez. Nous lançons des sections YAF à Munich, pour s'étendre à Stuttgart, Francfort, Heidelberg, Berlin, Kaiserslautern. Nous obtenons tous les grands noms des affaires de l'éducation, de la politique et de la religion pour soutenir YAF. Le conseil consultatif comprend 37 membres du Congrès, dont le sénateur Strom Thurmond, le sénateur John Tower et le sénateur Barry Goldwater. Il y a Ronald Reagan, le général Mark Clark, le général Charles Willoughby, John Wayne, ancien acteur aussi, réalisateur, etc. Modifiez tous vos dossiers pour lire YAF. Tous ces mois à Munich n'ont pas été perdus. J'ai accompli ma tâche à Dallas. J'ai besoin de vous ici bientôt. J'ai convaincu ces gens de chacun de vous et ils s'attendent à ce que vous veniez à Dallas et jouiez un rôle important. Les jours de loisirs sont révolus. Nous voulons vous voir, Norman, Jim et Bill Burley revenir ici, à Dallas. Sheila et mon frère seront ici en août, Glenn Glassbrook en septembre. 13 juin 1963, Larry Schmidt à B. Weissman à Munich, Allemagne. Warren Carroll, notre seul autre recrue au SUSA, a déjà un doctorat et 2 maîtrises. Warren est un scénariste pour Lifeline, la série télévisée et radiophonique de H.L. Hunt. Hunt est le milliardaire du pétrole. Warren a 32 ans, ancien de la CIA, ne vous inquiétez pas, il a été checké. Hunt l'a vérifié. Cela semble être une action militaire, DIA. Ils doivent vérifier l'homme de la CIA en utilisant la sécurité de Hunt. Après l'arrestation de Jack Ruby pour avoir tué Oswald à l'intérieur de la prison de Dallas, il y avait des copies de Lifeline de Warren Carroll sur le siège de sa voiture. La section portait sur l'héroïsme, sur la manière de devenir un héros. C'est intéressant parce que une des premières raisons invoquées par Jack Ruby pour avoir tué Oswald était « Je voulais leur montrer qu'un juif avait du cran ». Donc on continue avec les télégrammes. Nous voulons faire entrer Norman à la Republic National Bank, où nous construisons notre crédit comme des fous pour le jour où nous aurons besoin d'argent liquide. La Dallas Republic National Bank a été identifiée par le Washington Post le 26 février 1967 comme une conduite de fond, enfin, comment dire, comme une façade en fait de la CIA depuis 1958. Connie Trammell, qui travaillait à la Republic National Bank, a accompagné Jack Ruby au bureau de Lamar Hunt mercredi 20 novembre 1963, 2 jours avant l'assassinat de Kennedy. Le 1er octobre 1963, Larry Schmidt à Munich, en Allemagne. J'ai beaucoup de contacts, banquiers, assureurs, agents immobiliers. Mon frère a commencé à travailler comme aide de camp pour le général Walker, payé à plein temps. Le National Indignation Committee fusionnera à l'automne 1963 dès que Bernie et Norman seront à Dallas. Il s'agit d'une fusion hautement confidentielle et ne doit pas être discutée en dehors du mouvement.
29 octobre 1963, Larry Schmidt à Munich, Allemagne. Cette ville est un champ de bataille et ce n'est pas une blague. Je suis un héros pour la droite, un stormtrooper pour la gauche. J'ai conclu un accord avec le président de la IAF. Les arrangements sont toujours délicats, très délicats. Si je ne produis pas les corps, il est probable que Dale Davenport me prenne pour un imposteur. Il a besoin de notre aide maintenant. Adlai Stevenson est prévu d'ici le 24. Kennedy est prévu à Dallas le 24 novembre. Toutes les grandes choses vont se passer maintenant. Voilà la réponse, hein, petite parenthèse, quand certains disent mais comment une conspiration est possible avec autant de gens au courant? Comment ils gardent le secret? Ben voilà comment ils gardent le secret. Ils agissent d'un intérêt commun, ils trouvent un intérêt commun, et si vous croyez que une fois que c'est fait, ils sont fiers, ils ont envie de parler de tout ça, non, faut être naïf, non. Ils gardent le secret jusqu'à leur mort. Donc je continue. 1963, quelques connexions à Dallas. Général Walter Dornberger, Michael et Ruth Payne. Quand George de Mohrenschildt était occupé à présenter Oswald Lee et Marina aux Russes blancs déplacés de Dallas-Fort Worth, il a réussi à maintenir le même niveau social avec ses contacts américains. Un dîner informel en compagnie de Michael et Ruth Payne, et c'était suffisant pour déterminer le cours des Oswald. George et Jane n'avaient pas besoin de les rencontrer à nouveau. Ruth Payne fournirait un logement à Marina pendant que Lee se rendait à la Nouvelle-Orléans. Quelques semaines plus tard, elle conduisit Marina rejoindre Lee. Après les vacances d'été à Woods Hole, Massachusetts, Ruth revint et amena Marina chez elle à Irving, Texas, pendant que Lee était dans le bus pour le Mexique avec Albert Osborne, John Bowen et 4 autres solidaristes du réseau russe. Après l'assassinat de Kennedy, la police de Dallas se précipita à la maison des Payne. De ce garage et d'ailleurs, via les Payne, venaient la plupart des preuves incriminantes contre Oswald. L'arme du crime présumé n'a jamais pu être prouvée par la commission Warren comme provenant de leur garage. La photo retouchée que Life a imprimée avec Oswald tenant un fusil provenait d'une boîte retirée du garage, emmenée au département de police, puis renvoyée le lendemain sans personne présent pour indiquer d'où elle venait. Accessoire après le fait, la lettre a été remise à Marina en décembre, non datée et non signée pour couvrir l'anxiété du général Walker de blâmer un communiste. Lee pour avoir tiré sur lui en avril et provenait de Ruth à Marina. Elle n'était pas dans la maison avant cela. La commission Warren a parfois exigé des preuves fabriquées pour détourner les liens de Lee Oswald avec le département de la Défense aidé par Ruth et Michael Payne. L'occupation de Michael Payne chez Bell Aircraft, enfin son poste, et le département de la Défense. Ce travail nécessite des autorisations de sécurité, alors que feraient les improbables Oswald chez lui? Oswald, le défecteur? Le patron de Payne chez Bell Aircraft, en tant que directeur de la recherche et du développement, n'était autre que le tristement célèbre criminel de guerre, le général Walter Dornberger. Dornberger aurait dû être pendu à Nuremberg pour ses crimes de guerre, son travail forcé et ses meurtres de masse. Les Britanniques ont averti les États-Unis de ne pas le laisser vivre, car même après la guerre, il complotait pour une autre. Comme indiqué, Dornberger est un danger de premier ordre qui n'est pas digne de confiance. Son attitude pourrait retourner allié contre allié et il deviendrait une source d'irritation et d'agitation future. Fin de la citation. Projet Paperclip. Clarence Lancy. Le tout premier appel aux autorités après que le coup de feu ait retenti le 22 novembre 1963 est venu d'un employé de Bell Hélicoptère qui a suggéré « Oswald l'a fait ». La police n'a jamais localisé la source des 2 adresses d'Oswald ce jour-là. Michael Payne a emmené Lee à une réunion avec le général Edwin Walker peu de temps avant l'assassinat. Bientôt, Oswald serait accusé d'avoir tiré sur Walker en avril et Walker appellerait ses copains nazis en Allemagne 24 heures après que JFK ait été tué, leur disant qu'il avait enfin résolu, je cite, qui avait tiré à travers sa fenêtre 7 mois plus tôt. Les mêmes Oswald. Qui étaient les faits? Pour croire la commission Warren et le personnel d'avocats de la CIA, c'était monsieur et madame Bonvoisin, tout cœur, altruiste. Ruth voulait simplement apprendre davantage le russe auprès d'un natif. Pour ce prix, elle logeait Marina, une fille de 2 ans, un nouveau-né, avec tout le tapage et le désordre de 3 extras dans une petite maison. Michael Payne était un descendant des Cabot des 2 côtés. Son cousin Thomas Dudley Cabot
Cabot, ancien président de United Fruit, avait offert leur Gibraltar Steamship comme couverture à la CIA pendant la baie des Cochons. Un autre... Alors, United Fruit, c'était un groupe énorme. Je crois que ça existe toujours, hein, je suis pas sûr. Qui possédait en fait tous les fruits des Caraïbes, etc. et qui vendait dans le monde entier. Je crois qu'ils en parlent dans le film Aviator sur Howard Hughes. Un autre cousin était Alexander Cochrane Forbes, administrateur de United Fruit et fiduciaire de Cabot et Forbes. Tant Allen Dulles que John McCloy faisaient partie de l'équipe de United Fruit. La famille Payne avait des liens avec les cercles de l'OSS et de la CIA. Alors, petite parenthèse, United Fruit, je crois qu'on en parle aussi dans le documentaire La Fabrique du mensonge. Je crois qu'ils ont fait appel, un jour, pour redorer leur blason, ils ont fait appel au père de la propagande moderne, Edward Bernays, pour une communication, pour une publicité. Fin la parenthèse. Donc, la famille Payne avait des liens avec les cercles de l'OSS et de la CIA. Ruth Hyde Payne maintenait des liens étroits avec la famille Forbes. Peter Dale Scott a enquêté sur les Payne, les familles patriciennes Payne et Forbes, bien loin d'être le voisin de tout le monde. L'éducation de Michael venait d'une tradition, 3e génération de physicien à Harvard avant de travailler pour Bell Helicopter. Les Britanniques avaient raison sur l'évaluation de Dornberger. Un autre indice sur Albert Speer, le Reich Minister de l'armement et de la production de guerre, et le général Dornberger, et leur rencontre dès avril 1943. Quand c'était évident que à Hitler qu'il perdrait la guerre contre l'URSS, tous les officiels nazis ont fait des plans détaillés sur 2 ans sur comment procéder par la suite. Speer a rencontré Dornberger à Peenemünde, la fabrique de missiles et de roquettes dirigée par Werner von Braun, et l'ont instruit d'une dispersion des fonctions à travers le Reich. Si on traduit, ça veut dire ils étaient prêts à venir aux États-Unis. Lee Harvey Oswald, Albert Osborne. Lorsque Lee Harvey Oswald est entré au Mexique à Laredo, au Texas, le 26 septembre 1963, son compagnon dans le bus Red Arrow était Albert Osborne, alias John Howard Bowen. Bowen Osborne dirigeait une école pour tireurs d'élite hautement professionnelle à Oaxaca, au Mexique, depuis 1934. La couverture pour l'endroit était sa mission particulière, et il était le missionnaire. Les dossiers du FBI sur Bowen remontent au 4 juin 1942 à Anderson Springs, Tennessee. Il dirigeait un camp pour garçons appelé Campfire Council. Les voisins se sont plaints qu'il était utilisé pour des activités pro-nazis avec de jeunes fascistes. Bowen était farouchement opposé à ce que les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne nazie. Il piétinait le drapeau américain. Avant cela, Bowen travaillait pour la Tennessee Valley Authority depuis 1933. Sa double citoyenneté entre la Grande-Bretagne et les États-Unis l'a emmené dans le monde entier. Il utilisait également plusieurs pseudonymes. Après la publication du rapport de la commission Warren en septembre 1964, plusieurs avocats du Sud-Ouest ont reconnu le nom d'Osborne. Le 8 septembre 1952, Jake Floyd a été assassiné. La cible était censée être son père, le juge du district Floyd. 2 suspects ont été capturés. Un s'est échappé. Leur témoignage portait sur leur embauche par Osborne et sur la manière dont il dirigeait l'école pour assassins. Une enquête ultérieure a révélé les liens d'Osborne avec la division 5 ou V, division V du FBI, et avec le Centro Mondiale Commerciale de Clay Shaw, le financement provenant de la Nouvelle-Orléans pour la CIA, les Cubains anticastristes et d'autres. Lee Harvey Oswald a demandé une carte de touriste, un visa de touriste pour entrer au Mexique, alors qu'il était encore à la Nouvelle-Orléans le 17 septembre 1963. 4 autres personnes ayant des numéros de touristes consécutifs sont parties 9 jours plus tard, comme Oswald, pour arriver en même temps en provenance de plusieurs villes différentes.
Il faisait partie des solidaristes russes blancs, la communauté d'émigrés de Gelen, avec laquelle Lee et Marina se étaient mêlés. Cette équipe d'assassins finançait Maurice Brooks Gatlin, Guy Bannister et les bureaux de la Double Check Corporation à Miami. La division V ou 5 de J. Edgar Hoover, le renseignement intérieur, travaillait avec l'American Council of Christian Churches, utilisant ce groupe de l'Académie d'assassins de Bowen Osborne. Le volume 25 des auditions contient de nombreuses pages d'entretien avec des personnes qui avaient envoyé de l'argent à Jack Bowen. Il ne l'avait jamais rencontré, et certains comme Madame Bessie White de Pikesville dans le Tennessee envoyaient 35 $ par mois à John Howard Bowen, qu'elle croyait avoir fait du travail missionnaire pendant 18 ans au Mexique. Osborne Bowen avait une mission. Lee Harvey Oswald, agent du département de la défense américain, avait une équipe de sosies imitant son comportement, laissant des traces de frustration anti-américaine et de rencontres avec diverses personnes. Pendant qu'Oswald était au Mexique juste avant le meurtre de Kennedy, les objectifs étaient dissimulés. Pendant ce temps, la CIA et diverses autorités ont conduit Oswald à l'ambassade de Cuba, à l'ambassade soviétique. Lorsque le visage ou les voix ne correspondaient pas à ceux du Oswald authentique, cela n'avait pas d'importance, compte tenu d'un poids et d'une forme différents qui différaient de 40 à 50 livres, ou des conversations vocales dissimulées. Tout cela a conduit à la conclusion que Oswald voulait vraiment se rendre à Cuba ensuite. Mais quel Oswald, puisqu'il avait donc une doublure, et pourquoi? Alors, petite parenthèse, pourquoi Oswald avait une doublure? Et c'est parce qu'on voulait le faire croire qu'il était à tel endroit à tel moment. Il s'est fait remarquer notamment en distribuant des tracts, en achetant ostensiblement ou en faisant réparer son fusil plutôt chez un armurier, etc. Ça, c'était probablement sa doublure. Cela devait se finaliser avec l'illusion d'une admiration Oswald Castro juste quelques jours avant l'assassinat de Kennedy. Le sénateur John Tower et Marina Oswald. Voilà, on est ici, pardon. L'un des conservateurs les plus constants parmi le conseil consultatif de YAF de Buckley était le sénateur John Tower du Texas. S'il y avait quelque chose qu'il ne voudrait pas dans sa cour arrière, c'était un déserteur et sa femme prétendument communiste de Minsk, en Biélorussie. Pourtant, 2 ans après avoir rejoint l'équipe de YAF en 1960, donc YAF, je rappelle, Young American Foundation, Tower a passé tous les laissez-passer afin que Marina Oswald puisse se rendre aux États-Unis dès que possible. Sans son autorisation, ce voyage n'aurait peut-être jamais eu lieu. Beaucoup de femmes de l'URSS n'ont pas cette chance. 22 mars 1962, le sénateur Tower a coopéré. Les sanctions imposées à l'immigration et à la nationalité sont par la présente levées en faveur de Madame Oswald. Le contrôle des dossiers sur Marina par le FBI, la CIA, le Bureau de la Sécurité, la Division du renseignement biographique et le Bureau des passeports. Donc, volume 24, page 298 du rapport Warren. George de Mohrenschildt a témoigné dans le volume 9, page 228-229. Le père de Marina Oswald était un officier tsariste, en quelque sorte. Je ne me souviens pas si c'était dans la marine ou dans l'armée. Son vrai père n'a jamais été identifié, par son nom dans tous les témoignages. Entre 1948 et 1950, plus de 200 nazis biélorusses et leurs familles ont été amenés dans le New Jersey. George de Mohrenschildt et Marina étaient tous deux originaires de Minsk, faisant partie de la région biélorusse. Les émigrés nazis de Gelen étaient utiles à chaque partie de la dissimulation de l'assassinat de Kennedy. John Tower savait que Marina était un pari sûr. Sinon, pourquoi la précipitation? Notre CIA, département de la Défense, savait tout ce qu'il y avait à savoir sur les deux Oswald. Par conséquent, Tower a signé rapidement les papiers d'immigration. Les connexions argentines, Isaac Dunn-Levine et la famille Ziegler. Alors, petite parenthèse, j'étais en train de visualiser la partie la plus orientale de la Prusse, qui correspond quand même peu ou prou à, vous savez, la petite enclave séparée du reste de la Russie, là, qui appartient à la Russie aussi, qui correspond à la partie extrême de la Prusse orientale de l'époque, hein, c'est-à-dire là où il y a toujours des gens d'origine allemande. C'est assez étrange. Ce qui explique peut-être qu'il y a eu
des Allemands et des nazis jusqu'en Biélorussie. Fin de la parenthèse. Le rapport de la commission Warren n'a été publié qu'en septembre 1964. Les témoignages des témoins et les pièces à conviction étaient collectés jusqu'au jour de l'impression. Pourtant, dès le 2 juin 1964, Isaac Don Levine, un autre ennemi juré des communistes et un soi-disant expert de l'esprit soviétique, arrangé avec le personnel de la commission Warren pour faire venir les filles du patron d'Oswald, Alexander Ziger, de l'usine de radio de Minsk en Argentine. Il a suggéré d'utiliser l'assistance de la CIA. De quoi s'agit-il? Quand les Oswald ont quitté la Russie, ils ont fait passer un message à l'un des parents des Ziger vivant aux États-Unis. Ils voulaient de l'aide pour faire sortir les filles des Ziger de Russie. Les filles, étant nées en Argentine, pouvaient revendiquer la citoyenneté argentine. Levine a suggéré qu'une source confidentielle du gouvernement américain, comme la CIA, contacte le gouvernement argentin pour mettre en marche la machine. Mémorandum de W. David Slauson, conférence avec M. Isaac Don Levine, 23 mai 1964. Le 21 janvier 1964, John G. McCloy a dit aux membres de la commission, avant qu'aucun témoin ne soit encore appelé, je cite, « Ce type, Levine, est un contact avec Marina pour diviser l'histoire de manière un peu plus graphique et la lier à une affaire russe, avec la pensée et l'arrière-plan d'une conspiration russe. » C'est-à-dire que, en gros, il voulait faire croire à une conspiration soviétique. Si une conspiration russe pour tuer le président John Kennedy existait, John McCloy, Isaac Don Levine, Allen Dulles et J. Edgar Hoover, sans parler de Nixon et d'autres, la dévoileraient. Souvenez-vous que Gary Powers a fortement laissé entendre le rôle d'Oswald dans l'abattage du U-2, brisant la réunion Eisenhower-Khrouchtchev alors que Lee était employé à l'usine de radio de Minsk. Nicolas Malaksa, Otto Skorzeny et les agents internationaux de la CIA-DIA étaient présents à la fois à Minsk et en Argentine. C'est Alexander Ziger et sa famille qui ont présenté Lee à Marina Oswald. Ce même soir, ils étaient chez une femme non identifiée, tout juste rentrée des États-Unis. Le président des États-Unis avait été assassiné en 1963. 6 mois plus tard, la CIA est censée aider les filles Ziger, une autre connexion avec Richard Nixon. Lorsque le pauvre Whittaker Chambers était presque effondré sous le poids de devoir témoigner contre Alger Hiss, c'est Isaac Don Levine qui a pris Chambers par le bras, un Chambers réticent, et a arrangé les rencontres où il commencerait à salir Hiss. Amitié et fratricide, Meyer-Zelig. Alors que Levine recherchait une connexion soviétique dans la mort de Kennedy, il faisait également affaire avec le nouveau gérant de Martha, James Martin. C'est Martin qui vendait la photo d'Oswald posant avec de la littérature communiste et un fusil, la même preuve tirée du garage des Payne. Remarquez la similitude avec les papiers de citrouille de Whittaker Chambers des années plus tôt, qui ont lancé la carrière politique de Nixon et condamné Alger Hiss. Si les preuves ne correspondaient pas aux conclusions des enquêteurs, cette seule photo vendrait l'histoire de l'assassinat d'Oswald. Trahison pour mon pain quotidien. L'Argentine et Martin Bormann. En août 1971, un journal français titrait une histoire « Martin Bormann derrière les meurtres de Kennedy ». Il listait un groupe international de tueurs qui se trouvait au Texas. Ils ont perpétré les 2 assassinats sur ordre allemand. Alors, ça aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite allusion dans Les 3 jours du Condor, avec cet assassin espion là qui est allemand, hein, dans le film? Fin de la parenthèse. 6 ans plus tard, le 8 juin 1977, le Guardian de Londres a rapporté Bormann lié au meurtre de Kennedy. Cette histoire était basée sur un nouveau livre intitulé « Trahison pour mon pain quotidien » de Mikhail Lebedev. Lebedev détaillait comment Martin Bormann avait quitté l'Europe, établi sa vie actuelle au Paraguay, et comment le tir fatal à la tête de Kennedy avait été effectué par un agent payé par Bormann, alias Z. Est-ce que tout cela est vrai ? Beaucoup de ces allégations et ces noms se rejoignent avec à la fois le complot Kennedy de Paris Flamande et le Nomenclature of an Assassination Cabal, connu sous le nom de document Torbit. Z aurait utilisé un calibre 45 pour le coup final. Buddy Walters, assassiné le 10 janvier 1969, s'est ramassé un projectile de 45 à Dealey Plaza et l'a remis à la police de Dallas. Il y avait 2 équipes d'assassins possibles à Dallas.
La milice de Munich en Allemagne, qui devait prendre le contrôle de la IAF, avec l'aide de Robert Morris, reste à identifier ou à interroger. Morris du renseignement américain, ayant à voir avec le travail clandestin en URSS. L'arrangement du général Edwin Walker avec l'armée américaine en Allemagne, ou l'arrivée de telles personnes pour le 22 novembre 1963, est sujet à question ou à caution. La mission d'Albert Osborne au Mexique, avec des liens directs avec le Centro Mundial et Comerciale de Clay Shaw, n'a jamais été abordée. C'était le groupe international de tueurs, avec les opérations Borghese James Angleton travaillant dans le monde entier. Les escadrons de la mort de la CIA d'Otto Skorzeny et Reinhard Gehlen, avec leur siège à Madrid, étaient financés par Martin Bormann lorsque les fonds d'Evita Peron ont été divisés après 1952. C'est chaud. C'est chaud quand même. Martin Bormann, quoi. Les BDF mentionnent Ruth, David Ferrick, Clay Shaw, Guy Bannister et le colonel Ornoff. Le tout premier jour où Georges de Mohrenschildt a rendu visite à Marina Oswald, elle était seule et Oswald Lee travaillait. Il a apporté avec lui un colonel Orloff. Le House Select Committee on Assassinations a enquêté, entre guillemets, sur le meurtre du président John F. Kennedy de 1976 à 78. Les informations sur Bormann étaient disponibles à partir de 71. Trahison pour mon pain quotidien a été publié alors qu'ils étaient censés trouver l'arme du crime. Robert Blakey, chef du conseil du comité, a refusé d'admettre toute recherche ou document sur ces sujets. Il raccrochait le téléphone et refusait même de dire s'il avait déjà vu le document Torbit. 6 millions de dollars ont été alloués par le Congrès pour enquêter sur l'assassinat du président Kennedy. Martin Bormann a peut-être eu ses motifs pour ses actions au fil des années. Quels étaient ceux de Robert Blakey? Quelle forme de poursuite devrait être suggérée pour les comités payés pour découvrir la vérité qui continuent à balayer les choses sous le tapis? Dans une étude d'un maître espion publiée à Londres en 1961, Bob Edwards, membre du Parlement, et Kenneth Dune ont présenté des preuves documentaires selon lesquelles Allen Dulles de la CIA avait tenu des conférences secrètes avec des représentants du service de sécurité SS d'Hitler en février et mars 1943. Donc, du temps où c'était l'OSS. Ils ont appris que les officiels de Washington savaient que Martin Bormann, adjoint du Führer de l'Allemagne hitlérienne, dirigeait l'organisation souterraine internationale Die Spinne, l'araignée, qui planifiait de relancer le nazisme dès que l'Allemagne de l'Ouest serait suffisamment réarmée par les États-Unis. Les officiels de Washington semblaient désintéressés. Fin de la citation. Avec John McCloy, Allen Dulles et J. Edgar Hoover, aux commandes de l'enquête sur l'assassinat de Kennedy, ces connexions nazies ont été enterrées, bien évidemment. La Bunge Corporation, l'Argentine et l'Allemagne. La bourse a chuté de 24 points en 27 minutes lorsque la nouvelle de l'assassinat du président Kennedy a été annoncée. 2,6 millions d'actions ont été vendues. C'était la plus grande panique depuis 1929. Quelqu'un a fait un énorme profit en vendant à découvert sur de nombreux marchés. Quelqu'un a fait $1,5 milliard en un jour. Par coïncidence, l'Allied Crude Vegetable Oil Refining Corporation, dirigée par le courtier en matières premières du New Jersey Anthony De Angelis, s'est effondré le même jour, faisant baisser le marché. Allied Crude était contrôlé par la US American Bunge Corporation et financièrement contrôlé par un groupe d'actionnaires basés en Argentine connu sous le nom de Runge & Born LDA. Business Week d'octobre. Alors je vais vous lire ce petit encart là. L'homme de la CIA, la chronologie d'Helmet Streicher. 1937, il est recruté pour les officiers de la Gestapo SS. Diplômé de l'université de Bonn en Allemagne, fréquente l'école militaire de Blutordensburg, située au château de Vogelsgang. 1938, affecté en Espagne pour rejoindre le général Francisco Franco. 1939-1940, aux États-Unis, il apprend l'anglais et les coutumes américaines. Sa couverture est celle d'un journaliste allemand travaillant pour Adolf Hitler. 1940-41, aux États-Unis, il apprend l'anglais et les coutumes américaines. Sa couverture est celle d'un journaliste allemand travaillant pour Adolf Hitler. 1940-1941, travaillé avec Reinhard Gehlen en Europe de l'Est. Il rejoindra Gehlen lorsqu'ils travailleront tous les deux pour le renseignement de l'armée.
1943-1945, Stryker travaille avec Skorzeny. 1945, le 7 mai 1945, Stryker se rend aux Alliés et est autorisé à rejoindre les services de renseignement, accepté dans l'armée américaine d'ici octobre 1945. 1946-47, il travaille pour l'OSS, Office of Strategic Services, en Europe, au sein du Central Intelligence Group, CIG. 1948-1950, Stryker est affecté en Israël, en Grèce, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. L'OSS devient la CIA. 1951-1957, la CIA est réaffectée au général Gehlen, désormais dans ses bureaux allemands du BND. Intéressant. 1958, aux États-Unis, il forme les bureaux de renseignement de l'armée et de la CIA. 1958-1961, il aide à planifier l'invasion de Cuba, actif dans l'histoire de la baie des cochons. L'affaire, pardon. 1961-1965, il était en Afrique, au Moyen-Orient et aux États-Unis pour des missions de la CIA. Le 22 novembre 1963, il a déclaré « Un des secrets les moins bien gardés de la CIA est la vérité sur le meurtre du président. Ce n'était pas Castro ou les Russes. Les hommes qui ont tué M. Kennedy étaient des agents contractuels de la CIA. » What? Il a pu dire ça sans se faire tuer, le mec? Le meurtre de John Kennedy était un complot à deux volets. L'un était l'action avec les tueurs, l'autre était la partie la plus profonde. L'acceptation et la protection de ce meurtre par l'appareil de renseignement qui contrôle le fonctionnement du monde. L'appareil de renseignement qui contrôle le fonctionnement du monde. Ok. Est-ce qu'il s'agit de... C'est quoi? C'est... La division. La division qui est citée dans le film Marathon Man. À un moment, le mec, il dit... Eh oui, quand la CIA ou le FBI ou d'autres agences ne vont pas dans notre sens, etc., on est censé rétablir les choses. Mais on n'a pas d'existence connue ou officielle. La division, ouais. Mais je sais pas si c'est celle-ci dont il s'agit exactement là. Cela devait arriver, l'homme était trop indépendant pour son propre bien. Ok. 1968-1970, agent de terrain principal pour la CIA, déguisé en écrivain. 1971-73, retour aux États-Unis, à l'anglais en Virginie, formation et élaboration de plans sous mandat. 1974-77, sous George Bush, directeur de la CIA, Stryker est envoyé en Afrique et au Moyen-Orient. 1978-1980, agent contractuel en mission spéciale pour la CIA. Le 15 juin 1980, il prend sa retraite. Autre pseudonyme connu, officier de l'armée américaine, capitaine William Rain, également connu sous les noms de Ross Meyers, Hans Moloff, Karl Rolf et Mark Schmidt. Il possédait 9 autres pièces d'identité sous d'autres noms et nationalités, dont certains sous forme de passeport. Le général Edwin Walker et les nazis d'Hitler. Le Nid d'Aigle, aujourd'hui un restaurant de montagne, a été offert à Adolf Hitler par son aide nazi Martin Bormann pour le 50e anniversaire du Führer. Il n'est pas loin de l'ancienne résidence d'été d'Hitler à Berchtesgaden. À proximité se trouve l'hôtel Platterhof, construit pour les invités lorsqu'ils venaient rendre hommage. L'hôtel Platterhof a changé de nom pour devenir l'hôtel du général Walker. Le 23 novembre 1963, un jour après la mort de Kennedy, le général Edwin Walker a appelé Munich en Allemagne depuis Shreveport en Louisiane. L'histoire importante de Walker par téléphone transatlantique était pour le journal nazi Deutsche National-Zeitung et Soldatenzeitung. Walker était impatient de leur dire à Munich que Lee Harvey Oswald, le seul suspect dans le meurtre de Dallas, était la même personne qui avait tiré sur sa fenêtre en avril 63. Il n'y avait jamais eu le moindre indice, ni un témoin fiable, pour établir ce lien. Et la police de Dallas et le FBI ont été pris par surprise. Pour couvrir cette exubérance excessive de tenter de relier un assassin marxiste à cette altercation, il est devenu nécessaire que Ruth Paine livre cette lettre ridicule à Marina Oswald le 3 décembre 1964. La lettre retardée aurait dû être écrite la nuit où Lee était sorti tirer chez Walker. Le seul morceau de balle qui est resté en possession n'a jamais été formellement identifié comme provenant du Carcano 6,5 mm Mannlicher, et il n'y a aucune preuve qu'Oswald ait même manipulé ce fusil. Pourquoi le général Walker était-il si pressé de faire publier ces informations en Allemagne avant que quiconque à Dallas n'en entende parler? Kurt George Kissinger venait d'être installé chancelier de l'Allemagne de l'Ouest et Franz Joseph Strauß ministre des Finances.
Kiesinger est entré dans la division de propagande radio du ministre des Affaires étrangères nazi von Ribbentrop à l'âge de 36 ans. Il dirigeait alors un appareil de propagande radio mondiale avec 195 spécialistes sous sa supervision pendant la guerre. Il était l'officier de liaison coordonnant le travail de son département avec celui du ministre de la propagande Joseph Goebbels. Richard Nixon et Kurt George Kiesinger sont rapidement, ou peut-être avant, devenus des amis. Nixon a essayé de cacher son passé nazi. Et le général Walker, maintenant de retour de service militaire à Munich, connaissait l'importance d'une telle propagande. Il l'appelait les mêmes personnes qui, sous Hitler, publiaient et contrôlaient les journaux. Il y avait deux motifs pour cet appel. Premièrement, cela a attiré l'attention internationale sur le fait que Oswald, le tireur marxiste, tirait également sur Walker ainsi que sur le président. Le général Walker connaissait trop de personnes au département de la Défense et dans la région de Dallas-Fort Worth qui pourraient être impliquées dans cet assassinat. Il se présentait comme une victime plutôt que comme un suspect. L'autre raison, avec l'expertise de Robert Morris en contre-renseignement et en guerre psychologique, était de créer un profil pour Lee Harvey Oswald. Aucun motif possible ne pourrait expliquer pourquoi Oswald aurait vraiment voulu tuer le président Kennedy. En faisant apparaître Oswald comme tirant sur le général d'extrême droite Walker avec ses connexions à John Birch, sa position anticommuniste militante, puis tirer sur John Kennedy, le même Walker sympathisant communiste accusé de trahison, il semblerait qu'Oswald était juste fou. Il ne savait pas distinguer la droite de la gauche. Et voilà. Le journal de Munich que Walker a appelé était lié au mouvement mondial pour une seconde anti-Comintern, faisant partie des milieux de droite allemands et américaines, incluant des anciens nazis et SS. L'éditeur, Gerhard Frey, était un proche ami de divers membres nazis de la Ligue Witiko. La Ligue Witiko et la Landsmannschaft sudetto-allemande étaient des organisations pour les réfugiés déplacés. Dès l'été 48, elles ont formé de grandes organisations et en 1955, le docteur Walter Becher a été élu au comité exécutif de la Ligue Witiko. Becher était un des piliers des organisations nazies. Le sénateur Joe McCarthy, Charles Willoughby, le général Edwin Walker et les liens de Robert Morris avec les nazis allemands se sont entrecroisés lorsque le docteur Walter Becher a installé des bureaux à Washington DC en 1950. Le 16 juillet 1957, Becher, embauché par American Opinion et d'autres publications d'extrême droite, a commencé sa politique de libération. Le général Douglas MacArthur, le sénateur Joe McCarthy, le général Willoughby, des membres du Congrès américain ou des fonctionnaires publics ont alors commencé ouvertement à rencontrer et à coopérer avec la résurgence nazie. Dan Smoot, ancien agent du FBI à Dallas, est le type de personne qui a maintenu de forts liens nazis avec le docteur Bechter à Munich jusqu'à Western Goals aujourd'hui. Ces publications imprimées étaient identiques à la propagande de Goebbels il y a des années ou à la désinformation de Walker un jour après l'assassinat de Kennedy. Volkmar Schmidt est venu de Munich en Allemagne pour travailler à plein temps pour le général Walker. Combien de temps a-t-il travaillé et où était-il le 23 novembre 1963 lorsque Walker a passé l'appel à la même ville d'où venaient les importations de la CUSA, C-U-S-A? La foule du YAF à Dallas était un gang intéressant. Le colonel Charles Willoughby, chef du renseignement pour le Pacifique Sud, Robert Morris, contre-espionnage et guerre psychologique américain, le général Edwin Walker, amené de Munich par JFK, William Buckley, CIA au Japon, au Mexique et ailleurs, et le sénateur John Tower qui a donné le feu vert pour Marina Oswald. 1964, la commission Warren. Le président Lyndon Johnson a été contraint de nommer une commission pour enquêter sur l'assassinat du président Kennedy et le meurtre de Lee Harvey Oswald par Jack Ruby. Les autorités du Texas devaient mener l'enquête initiale. Il y avait trop de gens suspects dans le monde qui croyaient à l'existence d'une conspiration. Ces rumeurs devaient être étouffées. Le FBI de J. Edgar Hoover n'a jamais dévié de sa conclusion selon laquelle Lee Harvey avait agi seul. Toute preuve qui ne correspondait pas à cette décision était ignorée. 26 volumes de témoignages de témoins d'exposition ont été publiés. 8000 exemplaires ont été vendus. Plus de réimpression. La contradiction entre les conclusions du rapport final de la commission Warren et l'abondance de divergences dans les autres volumes est fascinante. Le juge en chef Earl Warren, John G. McCloy et Alan Dulles étaient des choix logiques pour LBJ.
Le président Kennedy ne faisait pas confiance à Allen Dulles en tant que directeur de la CIA. Maintenant, JFK était mort et Dulles serait en charge de tous les segments de conspiration possibles. Richard Nixon, temporairement retiré de la politique pour la première fois depuis 1946, a choisi le représentant Gerald Ford pour faire partie de cette commission. Nixon a sélectionné Ford une deuxième fois lorsqu'il est rentré chez lui pour échapper à la destitution pendant le scandale du Watergate. L'un des premiers sujets que les membres de la commission ont partagé en janvier, un mois avant que les témoins ne soient sélectionnés, était la question de savoir si Lee Harvey Oswald était un agent du gouvernement. Gerald Ford était le seul membre du groupe à avoir écrit un livre sur l'assassinat. Son livre a commencé par la réunion secrète où des allégations avaient été reçues selon lesquelles Oswald travaillait pour le FBI. Ce que Ford a omis de son livre, et que la commission a ignoré dans son rapport, c'est que Oswald a également été identifié comme travaillant pour la CIA. Le président de la commission, Earl Warren, et l'avocat de la commission, Léon Jaworski, étaient au courant de cela. Ils ont déclaré que, je cite, « Monsieur Bailey, avocat de Jack L. Ruby, était au courant de ces allégations. Le numéro d'informateur d'Oswald était le numéro 110-669. Pas mal pour un début, n'est-ce pas? La prochaine étape consistait à commencer à construire le mythe entourant le défunt et à ignorer le premier fait énoncé ci-dessus. Alors je vais faire une petite parenthèse ici. Excusez-moi, mais je suis toujours dans les détails. Vous savez, l'obsession que j'ai avec le chiffre 23, qui est important pour les Illuminati et les anarchistes. Son numéro d'informateur, c'était 110-669. Ok. Donc, si on fait 6 plus 9, plus 1, plus 1, plus 0, ça fait 23. Il me semblait bien. Juste en lisant le chiffre, enfin la suite de chiffres, j'étais sûr que en additionnant, ça ferait 23. Fin de la parenthèse. La prochaine étape consistait à commencer à construire le mythe entourant le défunt et à ignorer le premier fait énoncé ci-dessous. Cette grande commission allait appeler un médecin qui n'avait jamais rencontré Lee Oswald ou Jack Ruby pour les aider dans leur projet de dissimulation. Le juge Warren a suggéré de faire venir le docteur Overholser de l'hôpital Saint-Elizabeth, expliquant « Nous avons pensé qu'il était nécessaire d'avoir quelqu'un qui, dans ce domaine, pourrait nous conseiller sur les questions concernant la vie d'Oswald et éventuellement la vie de Ruby aussi. » Fin de la citation. La prochaine tâche à l'ordre du jour était de savoir qui devrait rédiger le rapport pour eux. Au 21 janvier 1964, cela devait être décidé. Le président Earl Warren a déclaré « Nous avons consulté le département de la Défense et ils nous ont offert de nous prêter un de leurs historiens pour faire ce travail et nous pensons que cela est tout à fait essentiel pour le travail de la commission. M. Goldsberg aiderait depuis l'armée de l'air. M. Coakley était avec l'armée. M. Winaker les a recommandés, avait dit le conseiller en chef G. Lee Rankin. Nous travaillerons avec eux et essaierons d'anticiper tous les différents aspects historiques. Who's Who in the CIA, décrit M. Winaker comme étant né en Allemagne en 1904. Son nom complet est le docteur Rudolf August Winaker. Il était analyste pour l'OSS, donc l'ancêtre de la CIA, historien au département de la guerre de 1945 à 1949, puis chef de la division historique du Pentagone. Winaker était-il de la trempe de Willoughby ou de Reinhard Gehlen? Quand est-il venu ici depuis l'Allemagne? Où est-il à présent? Marina Oswald a été la première témoin à témoigner le 3 février 1964. Warren ne voulait rien dire de plus que la mettre à l'aise. La première question portait sur l'histoire du général Walker, parce que Walker l'avait gâché en appelant Munich sitôt. Ce scandale devait être terminé immédiatement. Warren a demandé à Marina si l'exposition 2 lui était familière, parce que c'était une photo de la maison du général Walker. Marina a répondu non, mais cela n'était pas suffisant. On lui a posé la question à nouveau, et une fois de plus, elle a dit « Je ne l'ai pas vue. Du moins, prise de cette vue, je ne peux pas la reconnaître. Je n'ai jamais vu la maison elle-même, à aucun moment de ma vie. » Ce n'était pas suffisant. Elle ne pouvait simplement pas se souvenir de celui-ci en particulier. Le président Warren était prêt à passer off the record, dire des choses en off, quoi, hors enregistrement. Il venait à peine de commencer. Le conseiller en chef Rankin a suggéré qu'il lui montre plus de photos, alors peut-être qu'elle reconnaîtrait la maison de Walker. Cette fois-ci, on lui a donné une sélection d'un lieu à la Nouvelle-Orléans,
2 instantanés de Leningrad et la même photo de la maison de Walker. Parce que Walker ne vivait pas dans un château à Leningrad. Marina a supposé que la maison à Dallas devait appartenir au général Walker. Par conséquent, cela a été admis pour identification. L'histoire du département de la Défense pouvait alors se poursuivre. Marina Oswald a identifié positivement la photographie de la maison du général Walker parmi les possessions de Lee. Il reste beaucoup de choses à dire sur cette commission, et leur rapport bidon. L'admission d'un vieux tour de carte au début a donné le ton à ce qui allait suivre. Ce qui ne devait jamais être révélé était l'utilisation des agents de Reinhard Gehlen entourant Lee et Marina Oswald dans le but de dissimuler le complot d'assassinat. 2 Lee Harvey Oswald ont existé. L'un a mémorisé le manuel des Marines à l'âge de 17 ans et directement passé au travail sur radar et l'électronique. Il s'est entraîné dans des bases de U2, a appris la langue russe, s'est rendu en Union soviétique, a écrit des lettres assez littéraires. À son retour chez lui, il a été visité par des agents du gouvernement, a exercé plusieurs professions, a eu 2 enfants, n'a eu aucune dette, a beaucoup voyagé, a rencontré des géologues, pétroliers intéressants, des membres du département de la Défense et des agents du renseignement. Leur cercle social incluait les kabots et les lodges de la Russie tsariste, des amiraux, et quelques personnes importantes. L'autre Oswald a été fabriqué par la commission Warren pour détourner l'attention des faits. Personne n'a jamais vu le journal original qu'il n'aurait jamais pu écrire. Chaque témoin, Gehlen, est émigré associé à la CIA, à la fondation Tolstoï ou à l'église orthodoxe grecque, a été dirigé vers les questions les plus ridicules. À partir de toutes ces absurdités, le département de la Défense a écrit l'histoire. La dernière chose qui devrait se produire est que les guerriers interprètent et définissent pour nous. Les faits parlent d'eux-mêmes. Mae Brussel est une chercheuse basée à Carmel, en Californie. Son émission de radio hebdomadaire World Watchers est diffusée depuis 13 ans. Voilà, c'est la fin de cet article de Mae Brussel qui était régulièrement menacée de mort à l'époque. Voilà, désolé pour les phrases parfois un peu mal construites en français, parce que je vous ai traduit ça en français, à la base c'est en anglais, donc vous m'excuserez les petites approximations de langage. En tout cas, ça vous permet d'avoir accès à ce document, peut-être pour la première fois. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé.